Sunday Night Production. Dans cet épisode, on va recevoir celles et ceux qui ont fait cette édition 2023 de la Diagonale des Fous. François Daen, Aurélien Dunant-Pallas et aussi Cathy Scheid et peut-être même une surprise. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ici sur l'île de la Réunion à l'occasion de la Diagonale des Fous, la course réputée pour être l'une des plus dures au monde. Dans cette deuxième partie du podcast, nous allons accueillir les athlètes qui ont fait cette Diagonale des Fous 2023, à commencer par Aurélien Dunant-Pallas, ultra trailer de la team Compress Sport et nouveau vainqueur de cette édition 2023. Salut Aurélien, comment est-ce que ça va après cette petite traversée de l'île de la Réunion ? Salut. Eh ben non, ça va plutôt pas trop mal. J'ai pas d'énormes problèmes physiques, donc voilà, un peu forcément beaucoup de fatigue, manque de sommeil notamment, mais voilà, faut quelques siestes et puis ça va rentrer dans l'ordre tout doucement. Et ben pour les auditeurs qui nous écoutent en podcast, ils peuvent pas te voir, peut-être ceux qui nous regardent sur YouTube, mais c'est vrai que tu es très frais. Moi je suis venu te chercher là sur le stade, on s'est retrouvé au milieu et tu marchais, tu boitais pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tu aies fait un ultra hier. Tu dois avoir une bonne hygiène de vie, une bonne nutrition, bon sommeil, mais ça prouve finalement que quand on s'hydrate bien, quand on respecte son plan de nutrition, finalement on récupère quand même beaucoup mieux. Ouais, non, puis je pense après l'expérience qui commence à parler maintenant au fil des années. Ouais, en effet, j'ai pas fait énormément de sommeil depuis la course là, mais je suis pas trop cassé physiquement en effet. Et puis je pense qu'il y a encore un petit peu l'adrénaline, l'euphorie du résultat qui est encore là. Ouais, c'est sûr. C'est quelques jours après que ça commence un petit peu à piquer. Ouais. En tout cas, bravo, parce que franchement, moi j'ai suivi ta course de A à Z. Tu nous as fait rêver. Tu as gagné, mais tu as gagné avec la manière, dans une édition particulièrement relevée, avec des conditions météorologiques extrêmes. Bref, elle était dure à avoir, cette médaille d'or sur cette édition 2023, et tu l'as obtenue. Et c'est vrai que toi, tu as une histoire particulière avec la Diagonale des Fous, parce que c'est pas la première fois que tu viens ici. Cette course, toi tu l'aimes, mais elle te fuyait un petit peu. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte ? Pourquoi pour toi, cette diagonale, elle avait une saveur particulière ? Ouais, tout à fait. Normalement, ça aurait dû être mon premier 100 miles. C'est la première fois que j'ai tenté de participer à la Diagonale des Fous. C'était en 2018. Je suis venu sur l'île. Malheureusement, dès mon arrivée, première sortie, et voilà, j'avais un début de blessure et qui s'est confirmé. Donc, j'ai pas pu prendre le départ en 2018. J'ai réessayé en 2019. Je suis arrivé avec une blessure. J'ai pas pu prendre le départ. Et puis l'an dernier, une troisième tentative, soit diagonale, mais encore une fois, j'étais blessé. Donc cette année, c'était la 4e fois que je venais sur l'île pour participer à cette course et enfin j'ai pu prendre le départ et voir l'arrivée de la plus belle des manières. Et justement, en parlant de cette ligne de départ, comment est-ce que tu te sentais ? Parce que c'est vrai que généralement, c'est très rare dans la vie d'un athlète de se sentir en forme, de se sentir bien. On a toujours tendance à penser, on a été malade, on a chopé un rhume, tiens cette séance on n'a pas pu la faire, on a eu un petit pépin physique qui nous a ralenti. C'est très rare d'arriver sur une ligne de départ en se disant j'ai tout bien fait et je peux être serein. Toi, est-ce que tu étais dans cet état d'esprit-là ou tu avais quand même quelques incertitudes ? Ben non, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive que j'étais aussi serein. Vraiment, j'avais fait depuis la Hard Rock exactement le plan que je m'étais mis en tête entre les phases de préparation, de récupération et ouais, j'avais zéro pépin physique le jour de la course. J'étais vraiment très reposé, j'étais confiant même. Des fois je me disais mais t'es presque trop confiant là. Ouais, c'est vrai que des fois ça peut être pas bon signe. Hein. Ouais, ça je me disais qu'à moi, j'en parlais à personne, mais ouais j'étais vraiment très très confiant. Ouais, mais c'est quand même agréable. Mais c'est l'impression que j'ai eue, c'est pour ça que je te pose la question. Et c'est vrai que tu étais annoncé grand favori, notamment avec ta victoire sur la Hard Rock 100, mais il y a eu quelques rebondissements, quelques coups de théâtre sur cette compétition. On a eu un Germain Grangier qui annonce sa participation. On a eu aussi évidemment François Daen qui annonce quelques semaines, quelques jours presque avant le départ qui sera de la partie. Alors certes il a été blessé, mais François c'est un grand champion. On sait que s'il vient, c'est quand même qu'il a quelques armes pour venir se jouer la bagarre. Et on a eu quand même un François assez en forme. Et c'est vrai qu'on en avait discuté, on s'était vu sur l'UTMB. Et on avait discuté, on se disait, c'est vrai que tu me disais, voilà, j'espère qu'il y aura de la densité, peut-être un Kylian Jornet, tu me disais ça parce que il faut pas croire que un athlète, toi tu es un compétiteur, tu as envie que ça se bagarre, tu sais aussi que pour te transcender, il faut qu'il y ait aussi un niveau de performance qui soit assez élevé.
Et là, tu as été servi. Pour toi, c'était important quand même que, voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, aujourd'hui, je pense que tu as été servi au niveau compétition. Ouais, tout à fait. La venue un peu de dernière minute de Germain et de François, même si je commence à m'en douter depuis la fin du mois d'août, c'était une bonne nouvelle parce que, comme tu l'as dit, j'aime bien quand il y a de la bagarre, quand il y a de la densité. Et c'est vrai que gagner la diagonale, c'est une chose, mais s'il y a des champions comme un François, comme un Germain qui sortait d'une 3e place à l'UTMB, Jean-Philippe Choumi qui était second l'année passée, ça donne un peu plus de saveur à cette première place. Donc ouais, je suis vraiment fervent partisan de faire des courses là où il y a de la densité, où il y a du niveau. Donc là, j'étais vraiment content. Tu penses que ça n'aurait pas été la même course parce que c'est vrai que tu es assez solitaire. On voit que tu es parti tout seul. On voit que tu es quelqu'un qui a finalement pas besoin des autres. Mais le fait de savoir que ça pousse derrière, est-ce que quand même ça t'a servi, ça t'a motivé ? Ouais, clairement. En fait, j'ai vraiment fait ma course jusqu'au sommet du Tailbit. Vraiment à mon allure et dans la descente quand je suis rentré en Mafate, en fait c'est là que Jean-Philippe a commencé à revenir sur moi et je me suis dit là c'est pas gagné, il va falloir se battre maintenant. Et à partir de là quasiment la moitié du cercle de Mafate, c'était un peu les émotions en dents de scie parce qu'un coup j'avais l'impression de partir, après Jean-Philippe revenait, ensuite je repartais et ainsi de suite, donc ça m'a vraiment poussé. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que Jean-Philippe à Dodane, à deux bras, ça a été un petit peu compliqué. Après tu avais un Germain Granger qui lui aussi revenait et poussait, et c'est vrai que tu as été rarement tranquille, quoi. Tu as toujours été, tu avais de l'avance, tu as maintenu quasiment tout le temps de l'avance quand même, hein. Ça c'est indéniable, mais voilà, ça pouvait revenir, tu n'étais pas non plus à l'abri d'une défaillance, surtout sur une course comme la Diagonale des Fous. Et d'ailleurs, en parlant de défaillance, tu as fait la Hard Rock et on en avait parlé, tu m'avais dit à quel point la Hard Rock c'est une course difficile. Et là, cette Diagonale a la réputation souvent d'être l'une des courses les plus dures au monde, de par sa technicité, mais il y a aussi la densité, parce qu'il y a du niveau, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent, il y a toujours des courses plus extrêmes, mais là aujourd'hui, il y a de la difficulté, des conditions météo dures et une grosse densité. Est-ce que tu penses quand même que là, clairement, ça sera certainement l'une des courses les plus dures que tu as jamais faites? Ouais, clairement, c'est vraiment la course des extrêmes, comme je le disais. On part le soir à 21h, il fait déjà très très lourd, on transpirait énormément en premier ravito, je suis arrivé avec le short dégoulinant, c'est rare en pleine nuit. Après la nuit est assez fraîche, mais bon, ça c'est pour le coup c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Et après on retrouve la chaleur écrasante dans Mafate, on traverse des rivières, on se retrouve trempé. Et puis la fin de parcours est vraiment hyper technique. Et je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais le chemin des Anglais c'est vraiment un gros chantier. C'est des sadiques. Hein. Ouais, le chemin avant, le sentier Cala, sentier Ratino, on sait même plus de la course à pied là, c'est de la marche, c'est un autre sport. Hein. Et en fait c'est vraiment la fraîcheur sur la fin de course qui vient faire la différence. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse VMA pour être bon ici. Oui, quoique c'est quand même parti assez vite et que voilà, mais c'est sûr qu'ici c'est pas la course, c'est pas la course faite pour les Aston Martin, c'est ce qu'on disait. Il faut être quand même un bon tracteur, d'autant plus que t'as pas les bâtons. On sait que toi t'es quelqu'un qui maîtrise bien un peu à l'image d'un Ludo, qui a une bonne maîtrise des bâtons, et c'est vrai que ça pouvait aussi faire défaut quand on est un petit peu moins habitué, mais finalement ça t'a pas forcément gêné. Enfin ça c'est toi qui vas nous le dire, mais voilà, qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur toi? C'est dans toutes ces parcelles, parce que c'est vrai qu'il y a Mafate, il y a la possession, il y a chemin des Anglais, il y a cette descente à la fin, c'est presque 10 courses en une, tu vois, on pourrait les isoler ces courses et en faire des petites courses du week-end, ça serait presque interminable quoi. Pour toi c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'était à partir de deux bras, cette montée là-bas, pour sortir de Mafate, donc la montée à Dodane. J'avais un bon écart, une bonne avance, mais c'était très dur, et puis je savais ce qui m'attendait encore derrière, c'est encore loin de l'arrivée, il nous reste plus de 4 heures de course. Et cette montée était dure, j'ai eu du mal à relancer derrière, et puis finalement j'ai dit souffle un peu, j'avais quand même une demi-heure d'avance, donc une demi-heure ça se reprend pas non plus comme ça. Il fallait gérer un petit peu ce petit coup de moins bien, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et la fin n'a pas été simple, mais j'ai pu quand même gérer un petit peu mon avance sur Germain. Alors, ce podcast, il s'appelle Dans la tête d'un coureur. Mais qu'est-ce qu'on pense? À quoi est-ce qu'on se raccroche là? Quand on est à Dodane, il faut expliquer, il n'y a pas d'ombre. Tu es en plein cagnard, et en plus, il y a de la roche. C'est de la roche volcanique, c'est avec ça qu'on fait les saunas, hein. Faut en avoir conscience. C'est pareil au chemin des Anglais, c'est un truc qui te renvoie la chaleur. T'as 34 degrés, c'est un truc de malade. T'es à 120 km, t'as couru toute la nuit, derrière ça pousse, t'es pas bien à mon avis. On pense à quoi pour pas abandonner, pour se raccrocher sur une course aussi longue que ça?
Il y a un truc que je fais beaucoup et je le fais même presque au début de la course, c'est que je pense déjà à l'arrivée. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'essaie de m'imaginer l'arrivée et j'essaie de l'imaginer dans le meilleur des cas. Donc là, c'était la victoire et je sais pas, ça me donne de la force et à partir de la possession, bon là, je voyais quand même que j'étais à part un gros souci, je voyais pas la victoire m'échapper à ce moment-là. Et du coup, on se raccroche à ça à l'arrivée. On imagine tous les gens qui vont être là et ça me donne de la force. Ouais. Donc tu fais un travail de visualisation, si je comprends bien. Ce travail-là, est-ce que tu l'as travaillé avec un préparateur mental? Est-ce que tu le fais aussi en amont de la course? Par exemple, quelques jours avant ta course, est-ce que tu as visualisé le départ? Est-ce que tu as visualisé un peu les segments clés? Et c'est arrivé aussi dans Mafate. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles vraiment ou c'est plutôt instinctif? Alors c'est complètement instinctif, j'ai jamais fait de préparation mentale, j'ai vraiment pas besoin de ça, mais à force qu'on me pose ces questions-là, est-ce que tu fais de la préparation mentale? Et en fait, j'ai l'impression, oui, j'en fais, mais inconsciemment quoi. C'est intuitif. Ouais, c'est ça, je fais exactement ce que tu viens de dire, je m'imagine beaucoup le parcours, je m'imagine courir souvent les jours avant les courses, passer la ligne d'arrivée. Et tu te vois en toi ou tu te vois comme si tu avais une caméra et que tu te regardais? Ouais, je me vois en moi, non. Tu te vois en toi, ouais. Plutôt en moi, ouais. Ouais, ça c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses. Alors du coup, on va revenir un peu sur cette ligne de départ, d'accord? Parce que moi, je t'ai vu, on a discuté 2-3 minutes avant le départ et tu semblais très serein. Tu m'as dit, moi j'ai mon plan de course, je sais ce que je dois faire, je sais à quel moment je dois le faire et je sais aussi que si il y a du chamboulement, je saurai m'adapter, je saurai répondre. Mais c'est vrai que tu étais favori de la course, mais bon voilà, il y a un François Daen qui arrive, qui a un parcours, un palmarès impressionnant et c'est normal. Tous les journalistes étaient braqués sur lui, toute l'attention médiatique était brassée sur lui. Et moi je t'ai vu un peu à l'écart, un peu en retrait. Tu t'es dit tiens, voilà, j'en profite. Et tu t'es dit finalement, moi les journalistes, je les veux à l'arrivée. Et puis j'ai l'impression que tu t'es nourri de ça. Tu t'es dit, ok, aujourd'hui, je suis peut-être pas attendu, je suis peut-être un peu plus dans l'ombre. Mais je vais me nourrir. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu t'en es servi un peu? Ouais, non, pas du tout. Ouais, c'est pas quelque chose qui me gêne, la pression médiatique. Avant les courses, ça me gêne pas du tout qu'on me pose des questions, quoi que ce soit. Et là, voilà, il y avait François, donc je comprenais très bien que tous les journalistes soient là pour lui. Et en effet, ça m'a laissé un petit peu plus tranquille dans mon coin. Je vais pas chercher forcément à aller vers lui pour les photos. Donc ouais, non, ça enlève un petit peu une pression, même si le terme pression, c'est pas ce qui me caractérise le plus, je suis souvent assez tranquille avant une course. Donc, oui, c'est voilà. ça. Tu as l'air d'être assez serein. Alors, concrètement, de toi à moi, ce plan de course, tu nous as refait la Hard Rock 100 là. Tu es parti, tu as mené, tu as imposé ton rythme. Une petite gazelle, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'était la petite gazelle qui bombardait avec les féroces derrière qui essayaient de te rattraper. Est-ce que franchement, c'est comme ça que tu voyais la course? Est-ce que c'était prévu dès le départ? Tu as voulu reproduire un peu le schéma de l'Hard Rock? Parce que c'est quand même, il faut le courage de le faire. Hein. Bravo quoi, sur une diag, partir comme ça à découvert. C'était prévu ou ça s'est fait naturellement? Vraiment de toi à moi. Là, on est entre nous dans un podcast de passionnés. Ouais, non. Alors, c'était pas prévu, mais par contre, je m'étais imaginé scénario au cas où qu'il arrive. Je m'étais dit, bon, si vraiment t'es super bien et que les autres ne veulent pas te suivre, est-ce que tu restes derrière eux ou pas? Et en fait, cette question, je me suis posée 1 kilomètre, je suis resté avec eux et je me suis dit, non, vas-y, fais ton allure. Et tout de suite, j'ai pris 5, 10, 15 secondes, voilà, comme ça. Puis après, ils ont fait un petit peu le yo-yo derrière moi. Ils revenaient des fois juste dans mes pieds quasiment. Et après, l'élastique qui s'est vraiment tendu jusqu'au moment où je les voyais plus dans la longue première montée. Puis j'ai fait ma vie, ouais, après. T'as jamais douté? Non, dans Mafate. Dans Mafate, quand Jean-Philippe revenait à chaque fois derrière moi. Ouais, il était costaud. Et heureusement, j'étais fort. Il l'a payé d'ailleurs. Hein. Ouais. Il s'est tué. Hein. Exactement, il s'est passé exactement ce que j'espérais. C'est qu'à force de faire l'élastique, j'espérais vraiment qu'il craque au bout d'un moment et que je l'ai psychologiquement. Parce que vraiment, je poussais fort en montée pour pas qu'il revienne. Je voulais pas psychologiquement qu'ils reviennent avec moi, qu'on discute, qu'ils prennent mon rythme. Donc j'ai vraiment tout fait pour qu'ils reviennent pas. Ouais, toi, tu voulais pas justement faire une course d'équipe, c'était vraiment je mets la pression. Et c'est vrai que finalement, t'as fait aucun cadeau quoi sur cette course. Moi, je le vois. Aujourd'hui, on voit si ça a beaucoup souffert. Hein. Ça a très très souffert vraiment, que ce soit chez François, que ce soit même chez Germain, que ce soit chez Tchoumi, que ce soit chez Lambert. Tout le monde a souffert en essayant de te rattraper. Aujourd'hui, il fallait pas te laisser partir. Tu penses que justement, si dès le départ on t'avait suivi, il y aurait eu un scénario de course différent? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que ça revient pas quoi. Aujourd'hui, on a des athlètes. Il y a eu très peu d'abandon encore sur la course. On l'a vu à l'UTMB. Aujourd'hui, il y a eu aussi très très peu d'abandon. Et aujourd'hui, compter en fait sur une défaillance des autres. Il y a l'expérience. On voit qu'aujourd'hui, voilà, ça pète plus quoi. C'est l'impression que j'ai.
Ouais, exactement. Et ouais, c'est ce que je disais. J'aime bien cette position. Alors, faut être fort le jour J, hein, sinon je peux pas faire ça. Mais je me sentais fort, donc je me suis dit, la position d'être devant et en fait de finalement mettre la pression sur les autres. Ils me voient pas dans la nuit, ils savent pas où j'en suis. D'attendre un ravitaillement pour les écarts, vaut mieux être devant que être derrière à chasser. Et ouais, non, ça a payé cette tactique, même si c'était pas forcément tout prévu, mais ouais, c'est une position qui me gêne pas d'être comme ça. Bon, tes adversaires ont quand même fait une course incroyable parce qu'ils sont quand même revenus à plusieurs reprises, mais c'est juste que t'étais trop fort, clairement, aujourd'hui, c'était pas possible. Il y avait quand même un élément qui aurait pu jouer en ta défaveur parce qu'on en a parlé sur le podcast qu'on a diffusé en septembre. Tu m'as dit, moi la chaleur j'aime pas. Moi je suis un coureur qui aime bien plutôt le froid. J'ai la thermorégulation, c'est pas, voilà, faut que je travaille encore. Là, on a vu quand même, moi c'est ce que j'ai constaté, déjà dans la tenue, tu avais une tenue Compressport toute blanche, et ça c'est quelque chose moi que je recommande, et d'ailleurs je suis surpris, il y a plein d'études qui ont été mises avec des prises de température, il y a des écarts qui sont considérables, et aujourd'hui les athlètes le font pas forcément, on le voit aussi un peu sur le marathon, où ils vont couper aussi, tu vois, les tenues, voilà, sur ce côté-là, à très haut niveau, et surtout quand il fait très chaud, ça joue. Toi tu avais ça, tu as pensé à beaucoup t'hydrater, tu as pensé à beaucoup t'alimenter, tu es resté très très lucide finalement. La chaleur, est-ce que ça a été un problème? Et quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs, si voilà, comme moi c'est mon cas, qui ont un peu ces appréhensions par rapport à cette chaleur? Et ouais, comme tu l'as dit, j'avais vraiment essayé de tout préparer en amont, tous ces détails qui finalement sur une diag ne le sont pas, hein, parce que les paramètres les plus importants, je pense, comme pour une course comme hier, c'était vraiment de gérer cette chaleur. Et j'avais demandé à mon sponsor, donc à Compressport, de m'équiper en blanc, donc à partir de là ils m'ont fourni un bob, le sac, j'avais le t-shirt, j'avais le short, j'avais les manchons, donc vraiment tout en blanc. Ouais, les écarts, je crois que c'est du 30 à 40% les chiffres sur la réverbération avec le soleil. Et là, il faut bien comprendre que la montée de Rocheplate, on se tape 800 mètres, je crois, vraiment en plein cagnard. Il n'y a pas un seul arbre. C'est à midi, en pleine journée. Et je ne sais pas combien il fait en température. Mais donc ça. Et après, l'hydratation, bien sûr, c'est rare. Mais là, j'avais 1,5 litre sur moi. Je m'arrosais avec. Et puis, dernier petit truc, j'avais même pris une éponge avec moi que je mettais dans mon bob. J'avais une petite poche. Une éponge sur laquelle je trempais dans chaque ruisseau. Je m'essuyais les bras, le cou, le front, le visage pour vraiment évacuer la sueur au maximum. Et finalement, oui, j'ai eu chaud, hein, j'ai eu très chaud, je ne veux pas dire le contraire, mais j'ai souffert beaucoup plus de la chaleur parfois sur des entraînements chez moi en Savoie. Donc je pense que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour être prêt hier pour affronter cette chaleur. Ouais. Mais c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu es un athlète très complet, tu es un athlète qui laisse rien au hasard, tu es un athlète qui est capable de prendre ses risques, parce que finalement toute cette prise de risque, t'en es capable parce qu'à l'entraînement c'est très carré, c'est très régulier, donc tu peux te permettre aussi des fois de prendre ces risques-là, et c'est ça qui est beau, quoi. Moi j'adore ça. T'es un athlète très efficace en montée, t'es un athlète très efficace en descente. Sur le plat on dit ouais il est pas très rapide, mais non c'est pas vrai. Aujourd'hui tu nous as prouvé quand même que voilà, tu savais. Alors évidemment ça sert à rien aujourd'hui, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que dans l'ultra, alors il y a des définitions, j'en parlais avec un athlète de la team Salomon, effectivement aujourd'hui ça sert à rien de faire d'être capable de faire un 2.10, un 2.11, un 2.12 sur marathon, mais aujourd'hui tu as quand même une base de vitesse qui est quand même ce qui te permet justement de pouvoir faire ça et de pouvoir avoir un rythme, et c'est un bon dosage en fait. Tu es un athlète qui est hyper complet, et là justement ça m'introduit sur ma deuxième question, c'est sur ta préparation. J'ai l'impression quand même que tu as passé un cap là ces dernières années. Qu'est-ce que tu as mis en place dans l'entraînement avec ton entraîneur? Qu'est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses, il y a une vision de l'entraînement? Qu'est-ce que tu as changé là, si on rentre un peu plus dans la technique? Ouais, là, alors ce que j'ai changé depuis l'an passé, pas grand-chose, mine de rien. En fait, c'est vraiment une gestion des différents blocs, et ma saison elle a vraiment été construite autour de mes deux gros objectifs qui étaient l'hard rock et la diagonale des fous. Et j'avais mis ça sur un calendrier, et suite à ça je me suis dit voilà, là tu vas faire des blocs de repos, là tu vas faire des blocs où tu fais du foncier, voilà, tu travailles ça, et c'est vraiment la gestion de ces différents blocs pour arriver le jour J vraiment frais. Et j'ai reproduit exactement les deux mêmes scénarios les 2 semaines avant la hard rock et juste avant la diag, parce qu'en fait la hard rock j'étais très bien, donc je me suis dit fais pareil à la diagonale des fous. Et c'est deux choses que j'ai faites en fait. C'est, vu que c'était 2 voyages mine de rien, de venir sur ces 2 déplacements, je voulais venir et profiter aussi pour découvrir, pour courir sur place. Et en fait
à 3 semaines de chaque événement, chaque course là, j'ai vraiment fait une bonne coupure. Et j'ai fait le déplacement et en arrivant, que ce soit aux États-Unis ou ici à la Hard Rock, j'ai remis un petit coup de volume à J-2 semaines, J-10 jours même, avant la dernière phase d'affûtage sur les 10 derniers jours. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti la forme là qui montait vraiment sur les 10 derniers jours, c'était vraiment agréable. Ouais, je t'ai vu un peu assez affûté par rapport à quand on s'était vu tu es déjà très affûté, mais là j'ai vu que tu avais quand même, voilà, à mon avis, la période de... pardon. La période d'affûtage a été très bien menée. Mais si on devait résumer un peu plus dans la technique, est-ce que tu vois s'il y a des séances pour toi qui sont un petit peu clés, est-ce que tu mets l'accent plutôt sur l'entraînement en côte, sur l'entraînement en descente, peut-être un peu aussi sur l'entraînement sur le plat, sur la vitesse. Je sais que le renforcement musculaire, c'est encore quelque chose que tu n'as pas plus travaillé, l'entraînement croisé. Toi, globalement, voilà, ta vision de l'entraînement, c'est sur quoi tu ferais vraiment pas l'impasse? Ce que je ferais pas l'impasse Le sur la fond science. Ouais, exactement. Il y a deux choses. Pour vraiment sur les 2 ultras que j'ai fait cette année, là, c'est vraiment avoir ce qu'on appelle avoir la caisse, hein, tout simplement. Ouais. Donc avoir des grosses sorties dans les pattes, que ce soit à pied, en vélo ou même le passé. Enfin, ce que j'ai fait cet hiver là, par exemple, j'ai fait une sortie de 10 000 mètres de dénivelé en ski, hein, déjà dans cette optique de préparer les courses à pied. Et ensuite, c'est travailler ce qu'on appelle l'endurance de force, ce qui me paraît être le plus important. Pour des ultras comme celui-ci, donc c'est passé par plusieurs séances type. C'est des séances que je fais sur le vélo, ça en tirant du braquet dans des cols. Et ensuite là j'avais un peu inauguré pour la Diagonale des Fous, j'ai fait 2 tests, enfin deux bonnes séances avec un port de charge lourde sur moi. Voilà, intéressant, c'est-à-dire ça c'est très rare ça. Ouais. Ça se faisait beaucoup avant mais beaucoup moins maintenant. C'était très années 80 mais ça revient un petit peu. Ouais, alors pour entrer en détail, j'ai fait 2 séances vraiment très spécifiques. Alors, une avant l'Hard Rock. Alors c'est pas la même. J'ai fait une séance où je montais en télésiège en fait sur la station de la Sambuy juste à côté de chez moi. Donc je montais en télésiège 700 mètres de dénivelé positif et j'ai fait je crois 6 fois la descente. Ouais c'est ça, 6 fois la descente. À pied, donc j'avais déjà 4000, 6 fois 7 fait 4002, ouais c'est ça. Et ensuite dernier coup je suis monté, j'ai poursuivi derrière un petit peu plus haut et je suis redescendu 1002. Donc en fait j'avais fait en moins de 4 heures, j'avais fait 5005 de dénivelé négatif. Donc là j'avais les jambes bien cassées et le lendemain j'ai enchaîné sur une dernière séance, je crois que j'avais fait 2009 à pied de positif négatif. Ça c'était à J-2 semaines et demie de l'Hard Rock et j'avais les jambes éclatées ce jour-là. Tu travailles en charge. Ouais, alors là j'avais pas de port de charge, là. C'était vraiment que de la course, hein. C'est avant l'Hard Rock. Non mais quand je dis en charge, c'est-à-dire que un bon bloc, j'ai fait un bloc. Tu alourdis les jambes quoi, t'hésites pas à travailler sur la fatigue. Voilà. Et la veille de ça j'avais fait une sortie de 6-7 heures en vélo. Voilà. C'est un bloc de 3 jours, voilà. Typiquement un gros bloc à J-2 semaines et demie avant l'Hard Rock. Et après une bonne phase de coupure pour assimiler, le voyage aux États-Unis. Et là-bas, nouveau un petit bloc en arrivant, voilà, juste pour arriver vraiment frais. Et donc pour en revenir à Diagonale, j'ai fait un petit peu le même truc, mais j'ai pas fait le même type de séance. Donc là j'avais fait sur le même endroit, sur la station de la Sambuy, avec un gilet qui pèse 10 kg. J'ai fait 3 fois la montée de 700 mètres, alors, donc j'avais environ 2000 mètres de dénivelé positif. Donc je montais par le chemin le plus direct qui puisse exister sur la station. Donc c'était que de la marche quasiment, marche avec les mains sur les genoux. Et mon papa me suivait en vélo électrique et du coup lui arrivé au sommet, il me prenait mon gilet de 10 kg, pas que je me casse non plus les articulations, il redescendait. On a fait ça 3 fois ensemble et ensuite j'ai poursuivi, j'ai fait une montée derrière un peu tempo, un peu forte. Juste à côté pour un peu travailler sur la fatigue. Voilà, c'est un peu des séances comme ça type que. Ouais, c'est quand même des belles séances. Alors, ne tentez pas. Ceci est fait par des professionnels. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous. Voilà, travailler avec de la charge lourde, c'est quand même quelque chose. Il faut bien se connaître. Oui. Il faut avoir il faut qu'on soit très très solide sur les appuis. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire chez les amateurs. Je le déconseille vraiment parce que sinon ça peut être la blessure. On va faire des compensations, on va attaquer plus d'endroits. Donc c'est vraiment fait sur des athlètes qui se connaissent parfaitement et qui ont des appuis qui sont très très solides aussi sur les articulations. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le fond libère la vitesse. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Quand on bande beaucoup, quand on fait, ça libère aussi la vitesse. Et on le voit sur marathon, c'est pas rare de voir des coureurs qui pètent leur record sur 10 km sans forcément faire des séances très spécifiques parce que un marathonien, un ultra trailer, c'est pas des coureurs de 1500 mètres, c'est pas des coureurs de 800, ça sert à rien d'aller faire de la très très haute intensité. Mais maintenant, les coureurs ont des tels volumes que naturellement en fait t'es rapide mais ce qu'il faut tu vois sur ça et là on voit quand même que ça fonctionne et c'est très intéressant même s'il y a d'autres coureurs qui travaillent vraiment de la VMA pure et voilà mais
sur certains profils comme les tiens, ça suffit en tout cas pour aujourd'hui briller et pas être largué. Très 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 intéressant. Du coup, là maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce que tu penses aujourd'hui que même sur des formats un peu plus comme l'UTMB, des formats vraiment très spécifiques, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as les capacités? Qu'est-ce qui te manque, tu penses, aujourd'hui pour pouvoir vraiment entrer dans la légende, entre guillemets? Parce que là, tu es quand même bien parti pour inscrire ton nom parmi les plus grands, quoi. Une Hard Rock 100, une Diag, là il nous manque quoi? Une Western, un UTMB, mais c'est ça qu'il va falloir aller chercher. C'est des courses encore, voilà, là on est un peu sur des profils un peu plus rapides. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu vas pouvoir aller te mesurer à ces courses-là à très 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 haut niveau? Je parle du première place, quoi. Ouais, bon, clairement, de toute façon, l'Hard Rock et la Diagonale, pour moi, c'est beaucoup plus simple à préparer qu'un UTMB. Alors la Western, pour l'instant, c'est pas une course qui m'attire. C'est vraiment un profil qui est beaucoup trop roulant pour moi. Alors, en plus, il y a de la chaleur. Non, c'est vraiment, pour l'instant, elle me fait pas rêver. Je pense qu'un jour, je la ferai peut-être pour le mythe, mais je sais que je ne performerai jamais sur cette course. Enfin, j'ai beau... Ouais, ça sera beaucoup trop compliqué pour moi et je suis pas sûr d'aimer me préparer pour ça non plus. Donc non, par contre, l'UTMB, oui, ça clairement. Je sais pas si je pourrais gagner l'UTMB, mais je suis assez sûr que je puisse faire mieux que mon chrono de 2021 où j'avais fait une seconde place derrière François, mais c'était loin d'être une course parfaite. Donc je pense que je peux faire mieux. Après, est-ce que je peux me rapprocher des 20 heures? Je sais pas jusqu'à combien. On verra. Je vais me préparer pour l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut changer un petit peu mon entraînement parce que là, cette année, j'ai vraiment fait un travail pour être prêt sur une Hard Rock et une Diagonale. C'est des grosses pentes, on marche beaucoup, donc je faisais beaucoup de la marche. C'est le truc que j'aime, qui me plaît, c'est facile pour moi. À UTMB, il faut quand même courir, donc il faudra que je travaille des parties un petit peu plus roulantes, entre guillemets, mais oui, je pense que je peux m'en sortir quand même sur cette course. Oui, parce que cette polyvalence, voilà, c'est les Kylian Jornet, c'est les François Daen. D'ailleurs, c'est Kylian Jornet, c'est vrai que tu as un style qui peut peut-être aussi quelquefois rappeler. C'est peut-être pas une coïncidence aussi de par ta préparation. Mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, tu as fait une course en tout cas impressionnante. Encore bravo parce que ça nous a fait rêver. Et ce panache, c'est quelque chose que moi j'adore, des coureurs qui restent pas forcément. Alors c'est intéressant des fois, il faut faire aussi avec ses qualités. Toi tu les as, tu as la chance de les avoir. Mais voilà, prendre les devants de la scène, être dans le contrôle et de compter sur soi et sur ses qualités. Putain, c'est impressionnant, c'est pour ça qu'on aime le sport. Merci infiniment Aurélien, je te retiens pas plus longtemps. Merci. Et puis je te dis à très vite sur les sentiers. À bientôt. De retour au studio, j'ai maintenant l'honneur d'accueillir une légende de l'Ultra Trail. Il est quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous et cette année, il a franchi la ligne d'arrivée en 8e position après avoir bravé 26 heures et 12 minutes d'effort. Veuillez accueillir Monsieur François Daen, athlète de la team Salomon et ambassadeur Iron.fr. Salut François, merci de t'être rendu disponible pour répondre à mes questions. Comment est-ce que ça va après ton épopée réunionnaise ? Après 2 petites nuits, ça va quand même un peu mieux, clairement. Il fait un peu moins chaud, même s'il fait toujours lourd. Mais voilà, un peu plus apte à répondre à tes questions qu'au milieu de ma fête. Bon j'imagine, là au moins t'es un petit peu plus frais. Ça va, t'as pas le visage trop marqué. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de fatigue sur ton visage. J'ai l'impression que ça va encore. Oui, non, clairement, j'ai eu une petite douleur au ventre, un peu partout, tout ça, qui m'ont peut-être demandé de ralentir. Et du coup, je pense que j'ai un peu moins puisé, un peu moins tapé vraiment dedans. Et du coup, on va dire que je suis arrivé peut-être un petit peu moins fracassé et plus frais que les dernières fois. Ouais. Bon, écoute, on va revenir un peu sur ta course. On va revenir sur ces dernières petites péripéties que tu as traversées. Mais avant ça, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Il y a 2 semaines, tu annonces ta participation sur la Diagonale des Fous. C'était un peu un coup de théâtre, ça a surpris tout le monde. C'est vrai que la Diagonale des Fous, pour une course de reprise, c'est assez audacieux pour rester poli. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir ici, à une course réputée pour être la plus dure du monde, alors que tu revenais tout juste de blessure ? C'était le challenge, clairement. Depuis début août, j'ai réussi à recourir un petit peu, à refaire des longues sorties de 8-10 heures en montagne régulièrement, à monter progressivement. Et je me suis... je vais devoir faire enlever le matériel là, que j'ai dans la cheville. Et donc on s'était dit au bout d'un mois et demi, si jamais l'entraînement ça passe, j'aimerais bien faire un petit challenge avant de me remettre à l'arrêt pour 2 semaines et d'enlever le matériel.
Et je me dis, voilà, un challenge qui me motiverait vraiment, quelque chose qui me paraît un peu invraisemblable et qui me donnerait vraiment du goût, quoi. Ce serait d'essayer d'aller faire la diagonale des fous, quoi. Alors j'aurais pu trouver plus simple pour une course de reprise, clairement, mais là au moins je me suis dit, là je vais être au départ et ouais, ça va me transcender. Là je vais être au départ et je vais me dire, bon là mon gars, tu es face à un truc qui est impossible, est-ce que tu vas aller au bout? Et j'avais besoin de retrouver cette excitation, quoi. Et puis il y avait aussi une dimension un peu symbolique, puisque l'année dernière tu étais présent sur l'île de la Réunion. Tu devais participer, mais malheureusement tu n'as pas pu. Est-ce que tu n'as pas voulu aussi reprendre le livre là où tu l'avais fermé? Ouais, il y a un peu de ça aussi, clairement. J'avais promis déjà aux Réunionnais que voilà, clairement j'étais vraiment déçu l'an passé de ne pas avoir pu honorer mon dossard. Et que si je pouvais, j'essaierais d'être là l'an prochain, mais que j'en savais rien. Et voilà, c'est pour ça que jusqu'à 15 jours du départ, même moi je savais pas, quoi. C'était pas pour faire un coup de poker ou un coup de surprise, c'est juste que voilà, il y a 17 jours, en gros, j'ai reçu un pseudo feu vert médical. Un pseudo feu vert, j'insiste un peu. Et 2 jours plus tard, j'ai dit, voilà, j'ai dit aux organisateurs, ça y est, ils sont à peu près d'accord, donc je vous confirme que voilà, si c'est toujours ok, je viendrai, quoi. Alors j'aurais bien aimé être une petite souris quand tu as annoncé à tes médecins que tu allais courir la diagonale des fous, ou même à ta team, à ton entraîneur. J'imagine qu'ils ont dû un peu te prendre pour un taré, quoi. Est-ce qu'ils ont essayé de te dissuader d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, franchement François, est-ce que c'est vraiment sérieux de faire ça? Je l'aurais pas trop dit comme ça, quoi. J'aurais dit, voilà, début août, en fait, j'avais envie de me réentraîner, j'avais envie de repasser du temps dehors. J'ai vraiment fait le boulot d'un point de vue kiné, tout ça, mais là j'avais envie de dire, voilà, là maintenant j'ai envie de retrouver de l'endurance, d'aller faire des longues journées dehors, m'amuser. Et donc du coup on a mis tout ça sur le tapis, quoi. Puis on s'est dit, voilà, dans 1 mois et demi on fait le point après Ultra Spirit, là, l'événement qu'on organise, on fait le point. Et si ça c'est ouvert, si tout restait ouvert, j'aurais dit, j'aimerais bien tenter un petit challenge. Et puis plus ça allait, plus vous voyez que je montais en dénivelé, que ça se passait bien en kilomètres, tout ça. Il me disait, mais t'entends quoi par petit challenge, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tu veux faire un off, un petit truc dans le Beaufortin, quelque chose, tout ça? Je disais oui, pourquoi pas, ça peut être ça, ou sinon une diagonale. Ils avaient une diagonale, c'est-à-dire et tout. Je disais, diagonale des fous à la Réunion, tout ça. Ils disaient, non mais t'es sérieux et tout. Je disais, non mais ça va, c'est juste la diagonale, c'est pas comme si on faisait tout le tour du rectangle, tout ça. Alors au début c'était vraiment sur le ton de l'humour. Puis après je pense qu'ils plus en plus ils se sont dit, bon en fait je crois qu'ils rigolent pas et qu'ils plaisantent pas. Et ça les a un peu stressés, un peu tendus. Et puis finalement en fait c'était génial parce que du coup on a partagé ça ensemble. Au début c'était une boutade, une blague. Après c'est devenu vraiment l'objet de l'objectif. Et c'est vrai que le dernier mois on a communiqué tout le temps, que ce soit avec les médecins, les chirurgiens, les kinés. Et voilà, on est allé au départ ensemble en se disant, bon voilà, on joue, quoi. Clairement on joue, on sait pas comment ça va se passer. On joue quand même intelligemment parce que on a pas mal de feux verts. Mais clairement on est dans l'inconnu et moi j'avais besoin de cet inconnu là, de cette excitation, donc ça a été super d'avoir cette équipe autour, de se dire waouh, on se lance là-dedans. Et puis ils s'y attendaient pas, comme moi début août on n'aurait jamais pensé que je pourrais faire cette diagonale, donc c'est cool, ouais. C'est une très très belle revanche. Et puis finalement, je vais pas dire que l'histoire te donnait raison, parce qu'effectivement ça a été dur, c'est une 8e place, peut-être que t'espérais autre chose, mais en tout cas t'as donné énormément d'émotions aux gens, parce qu'on t'a vu te battre, on t'a vu vraiment aller chercher au bout de toi-même, et ces images, voilà, c'est ce qu'on aime aussi sur l'Ultra Trail, et ça moi en tant que spectateur, ça m'a un petit peu régalé. Justement, toi, comment est-ce que t'as vécu cette course? Alors évidemment, quand on revient de blessure, j'imagine que c'est difficile de se donner un objectif, parce qu'il faut être raisonnable, même si en tant qu'athlète de haut niveau on veut donner le meilleur de soi-même. J'imagine que là t'avais pas vraiment de pression, on va dire, mais ça peut être aussi un avantage, un peu comme Camille. Comment tu l'as vécu cette course? T'es parti un petit peu en retrait, je crois que t'étais plutôt dans le top 10 à quelques minutes du peloton de tête, et après t'as refait une percée. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué un peu, il t'a manqué beaucoup, il t'a manqué moyennement? C'est quoi ton feedback? Je voulais partir prudemment, quoi. Clairement le but du jeu c'est d'aller au bout de ce défi, et puis après voilà, je me suis retrouvé sur la ligne et finalement tous mes espoirs prudents se sont un peu envolés, quoi. Du coup je suis quand même parti comme d'habitude devant le long du front de mer, et puis après très vite à partir de Domaine Vido on s'est retrouvé à un petit groupe de 5. Ouais. C'était un super groupe avec il y avait Lambert, il y avait Germain, il y avait Alexis, il y avait Jean-Philippe et puis moi, et puis Aurélien était un tout petit peu détaché devant. Et là je me suis dit, bon en fait oui, je suis pas censé être là, je ferais mieux d'être 10 places derrière et de me gérer tranquillement, mais en même temps je suis trop content d'être là, quoi. Je me retrouve un peu dans mon truc et en même temps je joue pas non plus devant un Coréen, donc j'avais l'impression d'être un peu sage, mais au final je me disais non mais t'es pas sage, c'est pas là-dessus que j'avais signé avec les docteurs, j'avais dit que j'y allais prudemment, et là tu te retrouves à être entre la 2e et la 5e place.
Mais en même temps, j'avais trop envie de jouer, j'étais tellement content d'être là que j'ai dit bon allez, maintenant t'écoutes ton cœur et tant pis, tu cours pas avec ton cerveau, tu cours avec ton cœur et tes jambes et puis t'y vas et du coup bah voilà, ça a tenu un bon moment. Après je savais que j'avais des douleurs au bassin, j'avais pas pu trop recourir à plat, dès que je courais à plat ça me tirait, donc j'avais le bassin qui a beaucoup tiré jusqu'à Marabout. En plus c'est une portion qui est quand même c'est vraiment rapide cette section là. Et puis après, ça s'est un peu transformé, j'ai plus mal au bassin, mais je commençais à avoir le diaphragme et l'estomac qui se bloquait, avoir des gros soucis gastriques. Et puis là, je me suis dit, oula, avec la chaleur, les soucis gastriques, commence à être juste. Et donc là, après, dans ma fat, j'ai dit, bon voilà, c'est bien, t'as joué pendant 13 heures, tu t'es éclaté, maintenant, il faut que tu penses à toi, puis que tu essaies d'aller au bout. Et donc là, après, j'ai vraiment commencé à ralentir, à me dire, voilà, allez, gère ta course pour aller au bout, c'est déjà super d'être là. Mais voilà, j'étais content d'avoir joué finalement, d'avoir tenté, on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Et c'était marrant quoi. Et du coup, tu penses que c'est vraiment plus des problèmes gastriques, entre guillemets, et ton petit pépin au niveau de la fesse. Alors c'était plus sur le plat, mais c'est jamais agréable de courir, j'imagine, quand tu as une petite douleur, parce que surtout quand tu as traversé une blessure, on est un peu parano, on pense que ça va repéter. Tu penses que c'est vraiment ça, plutôt qu'un manque de caisse? Parce que moi, voilà, j'ai eu l'impression quand même que au niveau caisse, ça allait, quoi. Tu as pu quand même dérouler les jambes, tu as pu revenir à un moment donné, te remettre dans le podium. Après, on avait quand même un Aurélien, on va pas se mentir, hein, qui aurait très difficile à battre aujourd'hui, qui était quand même dans une super forme. Il a fait une course incroyable, il est parti premier et il a fait tout de bout en bout. Donc je pense qu'il aurait été très dur, mais c'est vraiment ça qui t'a manqué. C'est pas de la caisse, c'est pas de la vitesse, c'est pas du fond, c'est vraiment les problèmes gastriques. Et si, je pense que de toute façon j'avais pas. Enfin, voilà, je pense qu'Aurélien, il était très fort sur cette course. Après, voilà, je pense qu'il aurait fallu aller le titiller un petit peu, aller jouer un petit peu avec lui pour voir un petit peu comment essayer de le taquiner un peu. De le taquiner un petit peu, mais clairement, moi, c'était pas du tout mon objectif. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Après, voilà, physiquement, oui, je trouve que j'étais bien, mais c'est vrai qu'après, dès que le ventre, les fesses ont pris un petit peu le relais, j'arrivais plus à relancer, j'arrivais plus à courir. Mais non, j'avais de la puissance dans les montées, je voyais que je revenais très vite. Dans les montées, j'avais pas mal au ventre, je voyais que je revenais bien, j'arrivais à chaque fois à refaire un peu les écarts. Mais oui, clairement, voilà, il faut pas se mentir, hein, jusqu'à début août, j'ai pas du tout couru. Ça fait quasiment 8-9 mois sans courir. Je pense qu'il en manque clairement, mais non, honnêtement, c'est plutôt très agréable surprise. Ça, pour moi, c'est de bon augure pour la suite. Et voilà, j'étais très content d'être là. Après, oui, je savais que j'arrivais un petit peu à court de préparation. Voilà, c'est pas en 2 mois qu'on prépare une diagonale en 2023, quoi. Même avec l'expérience, ça fait pas. Mais voilà, je pense qu'avec les cartes que j'avais et puis les douleurs que j'ai eues, la chaleur qu'il a fait, je pense que voilà, je me suis quand même assez fait plaisir. Et puis voilà, à la fin, fallait aller au bout, fallait se gérer. Ça a été difficile, mais si c'était facile, on serait pas là, quoi. C'est une édition assez impressionnante parce que tu l'as dit, conditions météorologiques très compliquées, densité aussi importante. Là, aujourd'hui, si tu analyses un peu ta course, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que tu penses finalement avec un petit peu de recul que tu as fait le bon choix et que ça va servir plus tard? Oui, en tout cas, je suis très content d'avoir été au départ. Après, voilà, c'est sûr que c'était peut-être un peu tôt par rapport à ma reprise, mais je pense que moralement, j'en avais besoin. Ça me met dans une certaine dynamique. J'étais super content d'être là. Et puis voilà, j'ai pu renouer avec tous ces sentiers, le public réunionnais et puis les autres coureurs. Là, le groupe de 5 qu'on avait, franchement, on a adoré passer la nuit ensemble. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien moralement. Après, voilà, c'est sûr que j'étais là, je me suis fait plaisir, j'étais content, j'ai joué. C'est sûr qu'en partant plus loin, c'est toujours possible de remonter, d'envisager de faire des places de mieux, tout ça. Même si voilà, je pense que les 2 premières places, elles étaient dures à aller chercher. Pour moi, avec ma forme d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que derrière, en se gérant différemment, c'est peut-être un petit peu plus possible. Mais franchement, j'étais pas là pour ça. Et début août, j'aurais jamais cru pouvoir prendre ce départ et mettre ce dossard. Donc voilà, c'est sûr. Vu mes sensations au début de course, à un moment, j'ai presque espéré un peu mieux que ça allait pouvoir jouer. Mais voilà, assez vite, j'ai pris du recul. J'ai dit, en fait, voilà, début août, t'imaginais même pas pouvoir être là. J'ai fait un bout de reconnaissance avec le team Salomon autour de l'UTMB. Voilà, je faisais 30 km, je mettais 4 jours à m'en remettre et je les faisais en marchant. Je pensais jamais pouvoir être au départ de la diagonale. Donc je pense qu'à un moment, voilà, faut prendre du recul. J'ai eu une année très compliquée. J'étais heureux d'être là et de refaire ça. Et voilà, pour moi, si c'était à refaire, je recourrais pareil avec la même fougue. Justement, on va parler un petit peu de ta période de blessure parce que
Il y a énormément d'enseignements à tirer. J'ai l'impression que tu as quand même un peu fait tout à la perfection avec une réalisation. La preuve, c'est si tu es là aujourd'hui quand même, c'est que tu as quand même plutôt bien géré ta barque. Et puis, qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, une blessure, on peut tous y être confronté. C'est très très compliqué. On passe par plusieurs états émotionnels. Entre le déni, des fois un petit peu au début. Ensuite, il y a la période d'acceptation, le sentiment d'injustice. On a tendance aussi à se poser plein de questions. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Alors, tu n'es pas très âgé, mais tu as passé la trentaine. Donc, il y a aussi toutes ces questions-là qui se mettent en marche. Et je pense qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements de, voilà, peu importe son niveau, de ton expérience à toi, surtout. Voilà, comme j'ai dit, tu sembles l'avoir plutôt bien mené. Est-ce que tu peux quand même recontextualiser un petit peu pour les auditeurs la blessure que tu as eue, comment est-ce qu'elle est survenue et qu'est-ce qui s'est passé globalement ? Bah, c'est un petit peu complexe à tout résumer, mais bon, globalement, ce qui m'a vraiment handicapé très fort et ce qui a été flagrant, c'est cette triple fracture malléolaire là, que j'ai eu mi-novembre l'an passé, du coup pour laquelle j'ai encore là une dizaine de vis et une plaque là sur la cheville. On va enlever là très prochainement, là, début novembre. Et c'est vrai que cette blessure, pour moi, c'était une grosse blessure qui était très importante, où voilà, il y a eu beaucoup de doutes de la part des chirurgiens, des kinés, de tout le monde autour de moi, comment j'allais récupérer, quand, pourquoi. Et c'est vrai que cette blessure, j'en avais jamais eu de grave, tout ça, donc là j'ai vraiment pris les choses sérieusement. Je pense pas avoir eu justement cette période de déni, tout ça. Je me suis tout de suite vraiment remobilisé, concentré, essayé de garder le moral, une certaine dynamique, tout ça. Et pendant 6 mois, j'ai vraiment fait la part des choses. Je suis parti plusieurs fois en centre de rééducation, et au bout de 6 mois, franchement, on avait énormément récupéré, beaucoup gagné. J'ai même réussi à refaire du ski d'endo cet hiver. En vélo, j'avais vraiment de la puissance. Puis on faisait de la kiné tous les jours sur Arèche. Donc c'était top. Mais là, voilà, 6 mois. Et là, je reprends à peine. Et là, je me fais une double fracture de hanche, début mai. Et donc là, clairement, là, ça a été, pour moi, ça a été très dur. Je veux dire, les 6 premiers mois, j'ai envie de dire, j'ai essayé quand même vraiment de faire face, de me battre, tout ça. Je dis pas que ça n'a pas été dur, mais voilà, j'ai vraiment... Et là, au bout de 6 mois, il y a eu cette phase un petit peu d'incompréhension. Le pourquoi, je comprends pas. Et là, on savait plus en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait que j'ai cette blessure-là. Et du coup, ça remettait en cause aussi cette triple fracture malléolaire. C'est-à-dire, mais en fait, si elle est survenue, c'était finalement peut-être pas pour ce qu'on croit, tout ça, et dans quel état est mon corps. Donc là, on a justement, vous avez pu identifier un peu les causes de ces blessures parce que c'est pas anodin, là on est quand même sur des blessures que c'est pas les plus courantes, quoi. C'est pas un syndrome rotulien ou un TFL. Tout à fait, j'ai jamais eu de fracture de toute ma vie. Peu blessé en plus toi quand même, voilà, globalement. Assez peu blessé, très peu de fractures, et là en un an j'ai 6 fractures. Ça fait en 9 mois 6 fractures, du coup c'était bizarre. Donc là on a fait une ostéodensitométrie où on teste la densité de l'os, et là on a vu que ma densité était pas bonne du tout. Donc là il a fallu remonter, chercher un petit peu. Donc là voilà, déjà on a vu que le corps finalement avait fait face à ça, il a commencé à retrouver une densité normale, donc c'était le plus important. On était dans la bonne et ça dynamique. C'est dû à quoi du coup ? Et voilà, du coup on a voulu d'abord vérifier que le corps repartait du bon pied, donc ça bien le remettre en bon chemin, et après du coup on a creusé un petit peu, et du coup l'idée ce serait plutôt la cause serait plutôt une cause immunitaire, donc soit un virus qui a bouleversé un petit peu l'équilibre entre les cellules qui créent de l'os et ceux qui le cassent, ou alors dû à un vaccin, ou je sais pas, des choses comme ça, mais qui aurait chamboulé un petit peu le système immunitaire. Et voilà, ça remonterait à un an et demi. Ce qui fait que moi je l'ai pas vu venir, et puis je fais des analyses sanguines là un peu régulières, on a le programme volontaire contre le dopage, tous mes taux de fer, de métabolisme, tout ça sont toujours testés, et en fait on n'avait aucun indice, j'étais pas plus fatigué que ça, mais c'est que du coup ma densité était pas bonne, et début mai quand je retrotte et que je me fais une double fracture de hanche, là je me dis là il y a quelque chose, et là ça a été très dur. Et c'est vrai que là du coup les 2 mois qui ont suivi jusqu'à fin juillet, ça a été dur pour moi de me remobiliser, et c'est à partir de là où là j'ai vu que j'arrivais à remarcher sans trop de douleur, et là j'ai dit en fait là j'ai juste besoin de retourner en montagne, de marcher, et là donnez-moi 1 mois et demi et on fera le point dans 1 mois et demi. C'est là où au bout d'1 mois et demi on a dit là il y a quand même eu du boulot de fait depuis 1 mois et demi, est-ce qu'on tenterait pas un petit truc, et on est là aujourd'hui. Bon écoute, j'imagine que quand même ça a dû être assez compliqué, surtout que c'est souvent le cas, moi je l'ai constaté avec les athlètes de très bon niveau qui se blessent rarement. Généralement quand ils se blessent ça va être les tendons, ça va vraiment être des blessures qui vont nécessiter des opérations. Voilà, vous rattrapez un peu, vous prenez cher pour tout, et c'est ce qui s'est passé malheureusement un peu pour toi. Alors je sais quand même que ton processus de réathlétisation il s'est quand même plutôt très bien passé, tu as été assez rigoureux, assez sérieux sur cette partie-là, bravo. Je crois que tu étais aussi à Cap-Breton, tu as croisé un marathonien, Johan Durand je crois là-bas aussi, et je sais à quel point tu as été assez sérieux.
Quels ont été les moments les plus compliqués pour toi? Est-ce que c'est est-ce que tu as eu des douleurs? Est-ce que ça a été le fait de voir le corps peut-être se démuscler? Le fait de sentir que tu es au niveau cardio, que tu es un peu moins bien, que voilà, quand tu marches un peu vite, tu vois, tu connais très bien ton corps quand tu es un athlète de haut niveau, donc tu sais les réglages. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ouais, c'est sûr qu'il y a une phase de doute. Après je me dis, je savais au fond de moi que ça reviendrait. Je savais qu'il n'y avait pas trop de soucis sur ça. Et voilà, même là, je vois bien en compensant, en n'étant pas vraiment dans les meilleures dispositions, tout ça, je vois bien que finalement, je fais encore un petit peu partie du décor et que peut-être que je pourrais encore m'amuser à jouer un petit peu sur les sentiers et sur la scène de l'Ultra Trail. Et puis en vélo, je voyais que j'avais des bonnes sensations, en ski aussi. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des phases un petit peu dures quand on m'a enlevé le plâtre là au bout de 15 jours, que j'ai vu mon mollet et ma jambe, ça m'a fait vraiment bizarre. Je me disais oula, là j'ai perdu tout ça en si peu de temps. Après voilà, c'est dur de pas pouvoir sortir de chez soi. Moi je vis tout en dehors quoi, et voilà, pas pouvoir emmener ne serait-ce que d'emmener mes enfants à pied le matin au bus comme je fais tous les matins, c'était dur pour moi de pas pouvoir marcher du tout ça, donc ça a été des phases dures, mais bon voilà, très vite j'ai essayé de me dire bon voilà, c'est une phase de ta vie, enfin regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe dans le monde, donc vite j'ai pris du recul. Ça a été le plus dur, c'est vraiment ce coup d'arrêt à 6 mois là où voilà, là je pensais être sorti d'affaires, pouvoir commencer à rebalader, et là du jour au lendemain voilà, fracture au col du fémur, fracture au sacrum, la double fracture en faisant rien. Je me dis là et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a ton corps, là toursement en question, là tu te dis voilà, est-ce que je vais reprendre quoi, même c'est ça. Ah ouais. Là tu te dis là, si en faisant rien je me fais une double fracture, enfin je fais plus rien quoi. Oui, et puis t'as pas envie là, de courir dur, en te posant des questions, t'as envie de faire confiance à ton corps. Bah c'est ça, quand on est au départ de la diagonale, si tu commences à douter de ton corps, c'est compliqué quand même. C'est foutu. Mine de rien quand même, cette étape, cette période aussi un peu plus de off, est-ce que tu as d'ailleurs un peu pris du poids, te fait plaisir dans l'alimentation, ou franchement t'es resté, tu t'es dit non, faut pas que je déconne, parce que ça, j'en côtoie plein des athlètes, j'en ai vu plein, ça fait voilà, pas mal de temps que je suis dans ce monde-là, un peu moins sur le trail, mais bon voilà, un athlète ça reste un athlète, et il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont justement en profiter pour faire du renfort, pour muscler tout ce qu'ils ont le droit de faire et tout, et vraiment jouer le truc à fond en se disant je vais travailler ce que j'ai pas le temps de travailler, donc souvent c'est de la PPG, c'est de la musculation, c'est du renfort. Et il y en a d'autres qui se disent ok, je vais quand même profiter. Bon, je vais pas citer de nom, mais il y en a quelques là, tu vois, qui me viennent en tête. Et j'en connais même des très très bons athlètes, parmi les meilleurs français actuellement, qui vont prendre 6-7 kilos et voilà, qui vont se dire j'ai besoin quand même de 2-3 semaines pour lâcher un peu les chevaux. Toi, comment t'as géré ça? Après moi l'hiver c'est toujours une période où de toute façon voilà, après je suis très grand, mais oui c'est sûr que mon poids il varie, enfin même sur une diagonale, hein, je pense que tu perds vite 5 kilos pendant une course. C'est vrai que moi perdre 5 kilos, prendre 5 kilos, c'est des choses qui m'arrivent chaque année, c'est pas trop ça le souci. Pas peur. Non, ça me fait pas très peur. Après voilà, oui clairement, moi j'aime bien le côté social de la vie, j'aime bien boire un coup avec mes amis, tout ça, et c'est vrai que voilà, quand tu sais que de toute façon à plus 6 mois t'as aucun objectif qui est défini, c'est tentant, mais je veux dire je me suis jamais trop privé non plus dans ma vie, donc c'était pas plus que ça. Et surtout en fait moi j'étais dans l'attente de dire bon bah oui c'est cool, hein, on peut boire un coup, on peut faire la fête, mais c'est très bien, mais ça me fait plaisir. Mais ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, c'est de retourner dans les sentiers. Donc moi j'étais dans l'attente de ça. Et donc voilà, c'était pas genre tiens j'en profite et je fais tout ce que j'ai pas le droit de faire d'habitude, parce qu'en fait d'habitude je m'accorde quand même déjà pas mal de choses. Oui, mais c'est ça la force aussi. C'est comme t'es pas dans la privation. T'as moins ce côté, tu vois, un peu dans l'excès que peuvent avoir ceux qui vont tout le temps se priver, quoi. Après voilà, j'aime bien faire des petits excès, des petits trucs, mais c'est vrai que c'est pas ça qui me, ce qui me manquait vraiment, c'était de pouvoir retourner dehors, et c'est ça que j'avais hâte, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais, là, s'il y a un auditeur, une auditrice qui nous écoute et en ce moment qui est blessé, quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, fort de ton expérience? Faut vraiment prendre du recul, quoi. Même moi, sur cette fracture, alors que pourtant je suis quand même suivi, j'essaie toujours de prendre du recul sur moi. Je suis pas allé, j'ai pas pris suffisamment de recul. J'ai pas encore assez écouté au fond de moi, parce que cette triple fracture, elle me paraissait pas normale. Et puis tout le monde me disait, bah si, la façon dont ça s'est fait, il faisait froid, il y avait peut-être voilà. Et du coup, finalement, je suis pas allé au fond de mon raisonnement, au fond de moi-même, en me disant non, je sens qu'il y a un truc qui est pas normal dans mon corps, ça aurait pas dû casser comme ça. Et j'ai pas voulu aller plus loin au fond de moi, parce que 99% des facteurs me disaient va pas chercher plus loin, quoi. Et en fait, si au fond de soi on sent, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, et si au fond de soi on sent qu'il y a quelque chose de pas normal, il faut aller chercher là-dedans, il faut aller chercher ça, il faut comprendre pourquoi en fait on se blesse pas du jour au lendemain comme ça. Alors si, il y a des accidents bien sûr, tout ça, mais je pense que souvent il y a des choses à creuser, et pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir repartir, il faut trouver la cause des choses. Et en fait, ce processus-là de trouver la cause, le diagnostic. Voilà, moi j'ai perdu ces 6 premiers mois où je me suis concentré sur ma fracture. Bien sûr, il fallait les rééduquer, bien sûr, il fallait faire ça, tout ça.
Mais ces 6 mois, finalement, ils ont été très bons pour ma cheville. Hein. Mais par contre, dans le processus de tout le reste, finalement, il me les a manqués parce que quand je suis reparti début mai, c'est pareil, j'étais toujours à 0, quoi. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas vouloir à tout prix repartir. Il faut déjà prendre le temps d'accepter cette blessure, de la comprendre, et ensuite de repartir parce qu'en fait, on va vouloir gagner 2, 3 semaines, 3 jours, 4 jours, une semaine. En fait, ça sert à... C'est des temps qu'on va reperdre, multipliés par 10 par la suite. Donc je pense que voilà, il faut... Après, il y a blessure et blessure, il y a gravité, il n'y a pas gravité. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on a vraiment la chance d'être accompagné par des staffs médicaux. Donc, les infrastructures, on a les IRM. Il faut faire confiance aux gens, il faut les écouter, mais il faut surtout aussi s'écouter soi-même. Et puis essayer de se poser, de relativiser les choses, de relativiser les objectifs, de relativiser sa vie, son contexte, tout ça. Pour se dire, voilà, cette blessure-là, aujourd'hui, elle est due à quoi? Qu'est-ce qu'elle entraîne? Qu'est-ce que ça va bouleverser? Qu'est-ce que ça va changer? Et voilà, d'essayer de prendre du recul, quoi. Alors avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on parle de ta période de réathlétisation parce que c'est vrai que là on voit quand même que tu as repris assez vite des repères et ça c'est top. Comment est-ce que tu as géré ça? Tu as beaucoup parlé d'entraînement croisé, mais concrètement, il y a quand même la caisse qu'il faut faire, il faut aussi pratiquer son propre sport. Tu es quand même connu pour être un coureur assez puissant, assez rapide, assez efficace. On sait que le corps, c'est une machine très feignante. Il aime bien se débarrasser de tout ce qui lui est inutile. Donc même 2-3 semaines, ça suffit. S'il peut vider un muscle, il aime pas si ça sert pas, il dégage. Toi, comment est-ce que tu as fait? Parce que c'est sûr que tu as quelqu'un qui a commencé très tôt la course à pied, l'athlétisme, tu l'as commencé assez jeune. Donc tu as construit quand même quelque chose de très très fort. J'imagine que dans ta carrière, ça t'est jamais arrivé d'arrêter un an comme ça. Donc là, qu'est-ce que tu t'es dit? Je repars de zéro. Est-ce que tu as refait des séances un peu, tu as reparti par la caisse? Est-ce que tu as retravaillé un peu ta vitesse? Comment est-ce que tu as fait quoi, pour être quand même au top, là, quasiment au top en tout cas aujourd'hui? J'ai fait beaucoup d'entraînements croisés. Après, voilà, comme tu dis, c'est vrai que la course à pied, mine de rien, c'est un sport qui est très traumatisant, qui est très dur, et dès qu'on s'arrête, on perd. Et là, je m'en suis encore plus rendu compte que d'habitude, l'hiver, je cours pas du tout. Donc je sais déjà comme c'est dur de reprendre au printemps, j'essaie toujours de reprendre progressivement, d'écouter tout ça. Mais là, c'était pas 3 mois d'hiver, et puis mes 3 mois d'hiver étaient beaucoup moins actifs que d'habitude, donc c'était vraiment différent. Par contre, voilà, j'avais quand même des indicateurs qui montraient que au tout début, quand j'ai enlevé mon plâtre, assez vite, j'ai basculé sur le vélo, que ce soit à Cap-Breton, tout ça, assez vite, en 2 semaines, j'ai retrouvé quand même un bout de foncier. J'ai fait beaucoup de ski de rando. Après, j'ai refait une phase d'athlétisation en vélo où j'arrivais vraiment à faire des choses très puissantes en vélo. Je pense que j'ai atteint un niveau en vélo cette année que j'avais rarement eu, quoi. Donc j'étais quand même assez confiant sur certains facteurs. Par contre, ça remplace jamais la course à pied. Et là, je vois bien au bout de 13-14 heures dans les descentes, dans les petites phases de relance, le pied, tout ça, les courbatures, les contraintes que j'avais. En fait, je vois bien que c'est pas en 2 mois d'entraînement par rapport à tout ce que je fais d'habitude qu'on peut compenser tout ça. Donc voilà, clairement, je pense que c'est bien de garder un foncier, une base, tout ça. Après, voilà, le spécifique de chaque activité, je pense encore plus dans la course à pied est hyper important. Mais par contre, voilà, si on repart de zéro à tous les niveaux, à la fois niveau cardio-respiratoire, à la fois niveau musculo-squelettique et traumatique, là on part vraiment de très loin. Là, c'est vrai que moi j'avais une bonne base et j'avais plus qu'à remettre ces contraintes de la course à pied. Mais néanmoins, ça reste un gros truc. Mais bon, je suis arrivé début août où, fin juin, je me faisais des sorties de 500 km en vélo. Donc je partais pas non plus de zéro. Mais par contre, je partais de chez zéro en course à pied, quoi. C'est-à-dire que je faisais 400 mètres de dénivelé en descente. Le lendemain, je descendais pas un escalier. Donc ça fait quand même un peu peur, même si je sais qu'il y a une mémoire musculaire, même si tout ça, la course à pied c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, mais ça c'est vrai que je tiens à le préciser parce que quand tu as annoncé que tu revenais sur le grand raid avec ta prépa, on a dit finalement vous avez vu, on peut préparer un peu express et tu sais, on a tendance un peu à décontextualiser les faits. Moi je tiens à le repréciser, je voudrais que tu sois là. Tu es un athlète qui court depuis très longtemps, tu es un athlète qui est très régulier, tu es un athlète qui est jamais brutal avec ton corps. Donc évidemment, même si tu arrêtes 5-6 mois, tu parlais de la mémoire musculaire et même nos auditeurs, nous, si vous arrêtez après un marathon, après une diagonale, après vous êtes entraîné comme un dingue, vous allez voir que vous allez reprendre très très vite. Contrairement, si vous arrêtez alors que vous étiez un peu en maintien, ça va être beaucoup plus long à revenir. Donc tu as tout un héritage, un actif, et c'est pas en 2 mois qu'on prépare une diagonale des fous. C'est pas en 2 mois, c'est plutôt en 20 ans. C'est 20 ans plus 2 mois. C'est ça. Mais je pense que les 20 ans m'ont plus servi que les 2 mois. Ouais, ça tu m'étonnes. Bon, alors après du coup, c'est quand même très intéressant ce que tu me dis. Du coup là, est-ce que tu penses quand même que tu vas tirer du positif de tout ça? Est-ce que quand même ça t'a pas permis de travailler d'autres choses? Tu te dis qu'à vélo là tu fais des séances de fou. Finalement, tu vas revenir assez vite en course à pied. Est-ce que tu penses que ça va être finalement
plus bénéfique quand même. Tu vas tirer du profit de ça. Non, je pense pas. Non. Clairement à signer, non. Puis là, j'aurais des séquelles quand même dans ma cheville que malheureusement je vais garder quand même. Voilà. Et là, je vois bien, j'ai pas la mobilité que j'ai. Et voilà. Et à refaire, j'essaierai d'éviter cette année que j'ai eu là. Après, par contre, je vais essayer de pas pleurer sur mon sort, quoi. Clairement, voilà. Aujourd'hui, je suis là. Au bout d'un an, je refais la diagonale des fous. C'est fou. C'est incroyable. Il y a des choses plus graves. Et puis c'est la vie. Donc, faut faire face et faut s'habituer, faut s'adapter. C'est l'ultra. Et donc voilà, mais oui, clairement, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer d'éviter de se blesser. C'est mieux vaut prévenir que guérir, et ça, c'est clairement vrai. Après, voilà, j'ai pas passé la pire année de mon existence non plus, peut-être sportivement, mais j'ai vécu d'autres choses, j'ai fait d'autres choses, et puis je vais essayer d'en tirer profit. Effectivement, je vais essayer de me dire, bon voilà, ce que j'ai vécu là, autant que ça me serve, autant que je puisse m'en tirer. Après voilà, il n'y a pas que du positif non plus, et au final, je pense que j'aurais moins perdu, et ce sera moins dur de revenir si j'avais pas eu cette année-là, clairement. Mais oui, je vais essayer d'en tirer des choses positives. Et puis voilà, j'ai fait d'autres choses aussi avec mes amis, avec mes familles, avec mes partenaires, avec les médias. Donc voilà, il y a eu des belles choses aussi cette année, hein, clairement. Mais voilà, si on peut, prenons soin de soi, écoutons vraiment notre corps et essayons d'éviter d'être blessé. Alors, on peut pas se laisser sans que je te pose cette question. C'est une question bête je suis journaliste et je sais que des fois c'est un peu débile, mais je te la pose parce que nos auditeurs aussi l'attendent. Quid de la suite? Alors tu vas me dire, attends, laisse, t'es sympa Guillaume, là je viens de terminer une diagonale, j'en ai bavé dans les sentiers, fous-moi un peu la paix avec le futur. Mais je te la pose quand même. Il y a l'UTMB, et puis il s'est passé des choses pendant ton absence. On a eu un Kylian Jornet, on a eu un Mathieu Blanchard qui sont passés sous les 20 heures, on a eu un Jim Wemsley là qui, ça y est, il a un peu compris 2-3 trucs. Toi là, dans tout ça, est-ce que... Voilà, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu as quand même envie là de revenir un petit peu sur l'UTMB? Est-ce que y a pas aussi un petit peu de frustration de voir les copains courir? Est-ce que tu te dis, les gars, je suis toujours là, je vais vous montrer aussi que j'ai mon mot à dire? Comment est-ce que tu vois les choses là pour la suite? Non, les gars, je suis toujours là, j'ai mon mot à dire, c'est pas trop ma manière de fonctionner, ça l'a jamais trop été, donc non. Après, voilà, les UTMB, j'étais très content. Après, voilà, bon, c'est vrai que, comme tu dis, hein, y a le côté journaliste, il y a le côté média, tu vois, la barre des 20 heures, tout ça, pour moi, ça veut pas forcément dire grand-chose. Surtout d'une année à une autre. Surtout après, tu vois, quand on avait couru en 2000, je sais plus, je crois que c'était en 2017 avec Kian, tu vois, on avait mis quand même un chrono, pareil, qui était plutôt bon, avec des conditions assez catastrophiques. On était en 19h et quelques, tu vois, donc je me dis, voilà, la barre des 20h, pour moi, c'est pas... C'est quand même un beau marqueur, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est toujours à contextualiser, tu peux pas... c'est ça, quand tu vois quand tu vois Jim le temps qu'il met cette année, quand tu vois qu'en 2017 on a mis 19h01, je crois, alors ok, il manquait la partie des périmètres calcaires, mais voilà, on met pas une heure pour faire les pyramides calcaires. Donc voilà, pour moi la barre des 20 heures, en plus c'est vraiment pas ce que j'ai envie de pousser sur le trail. Je sais pas parler forcément d'horaire, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même, voilà, pendant longtemps t'as dominé avec Kylian, avec Xavier, quand même, voilà, vous avez dominé. Aujourd'hui on voit quand même qu'il y a des nouveaux qui poussent, on voit qu'il y a, il se passe quelque chose, tu vois. Mais j'espère, j'en parlais dans le podcast pour être très honnête. Pas assez, quoi. Tu vois, j'en parlais pour être très honnête dans le podcast. Cette année à l'UTMB on n'avait pas toi, on n'avait pas Xavier, on n'avait pas Kylian Jornet. Franchement, il y a encore 2-3 ans, un UTMB sans un de vous trois, c'était sans saveur, on va pas se mentir. Et bah là, les médias étaient présents, c'était un truc de malade. Cool. Et ça prouve quand même qu'il se passe quelque chose. Et j'imagine que toi et Kylian, il y a quand même ce côté voilà, vous restez des compétiteurs, quoi. Donc je pense qu'on peut avoir quand même, nous, en tant que spectateurs, une sacrée bagarre. Tu t'imagines si sur Mathieu Blanchard, Jim Wemsley, on a vu Zach aussi qui revient très fort, et il y en a encore Tom Evans, il y a encore sur du format 100 km, il y a plein de coureurs de 100 km qui viennent aussi sur Ultra. Là ça va être c'est Vegeta, c'est Dragon Ball, là c'est le boss final, ça va être un truc de dingue, quoi. Donc c'est ça moi que je te parle. Ouais, mais regarde, en 2017 finalement presque tous les compétiteurs qui étaient là cette année, ils étaient là en 2017, et c'était il y a 7 ans. Donc alors moi je suis trop content qu'il y ait un peu des nouvelles têtes, et effectivement c'était un bel UTMB, effectivement sans nous trois, et heureusement que la Terre continue de tourner, hein, quand on n'est pas là, heureusement. Mais non, voilà, après pour moi je trouve qu'il faudrait encore plus de renouveau sur des courses comme ça, tout ça. Et puis après c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup l'UTMB, j'y retournerai sûrement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui bon voilà, je trouve que c'est un peu comme la diagonale, ça reste de l'ultra, tout ça, c'est des courses qui sont magnifiques, mais voilà, j'ai encore besoin de temps pour retrouver cette excitation, vraiment de revenir à l'UTMB en me disant, comme là j'étais au départ, waouh, est-ce que je vais y arriver, quoi. Et c'est vrai que moi ça fait plusieurs années aussi que je voulais essayer de m'aventurer dans d'autres choses, d'emmener les gens, tu vois, d'emmener les gens qui me suivent, d'emmener tout le monde, et puis moi dans ma pratique, mon équipe autour de moi sur des trucs un peu comme un Thor
aller découvrir encore d'autres choses que j'ai pas découvert. Ça, c'est des trucs qui t'intéressent, qui t'attirent. Là, clairement, tu arrives au bout de la Diagonale des Fous, on a mis 26 heures, on a fait 170 km. Le Thor, il reste la moitié. Ouais, c'est fou. Et ça, c'est un truc qui t'attire. Il reste t'attire. La moitié et 15 000 mètres de dénivelé. Là, demande à n'importe qui dans la dernière descente s'il a envie de repartir pour 170. On voit pas les grands champions sur ces courses-là. Tu vois, on voit pas. Enfin, c'est pas pour manquer de respect pour ceux qui le font. Il y a quand même des coureurs aujourd'hui qui sont spécialisés là-dedans, tout ça. Mais c'est des trucs de dingue. Mais moi, j'ai envie d'aller là-dedans. J'ai envie de. Voilà, tu vois, je fais l'effort quand même, tu vois, avec les journalistes, avec le livre, avec tout ça, avec la collection qu'on crée aussi avec tout le monde, d'essayer de partager aussi mon expérience et de vivre ça avec les gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà. Allez, on remet tout à plat, on repart à zéro. Là, on essaie d'aller faire un Thor. Et on est tout petit là. Ah, là, je veux dire, même moi, j'ai gagné 4 fois la Diagonale, voilà, très bien. Mais là, on part, on va faire le Thor. Voilà, t'es tout petit. Et donc là, il y a un challenge, je trouve, là, on est début octobre. Bon, là, je vais me faire enlever la plaque, donc on repart de zéro vraiment, à Noël. Et là, on a 9 mois pour se construire pour aller au Thor. Là, moi, je trouve là, j'ai une excitation qui me fait me réveiller tous les matins pour aller jouer dehors, il n'y a aucun souci. Et j'ai envie de ça. Alors voilà, je dis pas que l'UTMB ça me ferait pas me réveiller tous les matins tout ça, mais c'est vrai que là ça fait plusieurs années que ça me trotte d'aller vers des choses comme ça. Alors est-ce que faut que je vois entre l'opération tout ça, est-ce que ce sera compatible d'aller faire un Thor, mais cette année ou l'année d'après, mais c'est vrai que j'ai envie aussi de nouveaux challenges, de nouvelles choses. Et clairement le Thor et l'UTMB dans la même année c'est pas compatible. Donc voilà. Bon, j'ai hâte de suivre ça. Dernière question avant de se quitter, parce que je t'ai suivi, j'ai vu aussi. Je voulais parler d'une petite équipe là, qui est arrivée, c'est la team de Mano, que je sais que tu connais très très bien. Tu es sponsorisé aussi par Iron, qui est ambassadeur. Voilà, je crois que tu connais aussi bien Emmanuel Vidal, qui nous a quittés malheureusement récemment, et c'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur aussi sur la partie handisport. J'ai vu que toi tu t'arrêtais pour les saluer, ils t'ont attendu, et puis voilà, notamment dans les hauteurs, vous êtes. Voilà, t'es sorti un petit peu de ta course pour aller saluer Mano. C'était une très très belle image d'ailleurs. Comment tu regardes ça, toi, ces porteurs de Joëlette sur cette course? Moi là, je t'avoue, je suis mieux tout à l'heure et je vois des mamans de 45-50 ans finir cette course même bien au-delà des barrières horaires, et tu te dis mais où est-ce qu'ils vont chercher la force, ces gens-là, quoi? Enfin, tu vois, pour un athlète de haut niveau, c'est son métier, c'est son truc, mais quand tu vois une maman avec son mari, quoi, et qui arrive avec les enfants de 50 ans, tu te dis mais physiquement, tu te dis pas ça, mais tu te dis mais où est-ce qu'ils vont trouver la force, ces gens-là, pour faire cette course, quoi? C'est complètement dingue. Ça te dépasse, toi. Tu vois comment ça, toi? Déjà les Joëlettes, c'est vrai qu'il y en a sur plusieurs courses maintenant, un peu partout en France et dans le monde. Heureusement, c'est top, mais il y en a encore pas assez partout. Mais par contre, les Joëlettes sur la Diagonale, c'est un truc de fou. Enfin, c'est la Diagonale des fous. Mais c'est vrai que quand tu vois la taille des sentiers, à des moments tu te dis mais là impossible. Comment ils font pour pousser, pour tirer le truc? Et du coup, c'est là qu'il y a un challenge qui est génial. Et puis il faut vraiment prendre soin de la personne qui est dans la Joëlette. Et puis c'est une aventure que tu construis sur plusieurs mois. Et là, l'histoire de Mano, elle est belle. C'est sûr que c'est grâce à Manu et grâce à Iron que j'ai été mis en relation et que j'ai découvert ça. Mais je trouve l'histoire elle est magnifique. Mano, il s'entraîne tous les jours pour essayer de se tenir. Il a un coach, il fait ça, et là il a des étoiles dans les yeux de pouvoir être là. Et bon voilà, moi ça me touche, c'est beau. Et puis les Joëlettes, depuis, j'avais eu la chance de rencontrer déjà plusieurs personnes qui étaient dans cette organisation des Joëlettes, et c'est vrai que chaque année on les double plusieurs fois, et je me suis toujours arrêté, et ils m'ont toujours on a toujours eu un petit dialogue, une petite relation, et puis moi je suis content de les voir, eux ils sont super contents de me voir aussi, et voilà, ça me fait chaud au cœur de les doubler, et le temps qu'ils donnent et qu'ils partagent pour ça. Donc voilà, je pense que voilà, sur la Diagonale, de toute façon on voit, comme tu disais tout à l'heure, quand tu vois le nombre de finishers sur cette course et les délais dans lesquels ils finissent, voilà, les gens quand ils prennent le départ ici, qui prennent le départ avec leur dossard, ils ont du mal à le rendre, clairement. Ils le rendent pas, le dossard, ils vont au bout du bout, et je trouve que c'est vraiment spécifique à cette course. Il y a que 30%, tu vois, il n'y a pas plus d'abandon, alors que c'est quand même une course plus ouverte. Tu vois, pour avoir un dossard, il n'y a pas plus d'abandon que sur l'UTMB, alors que c'est des mecs qu'il faut. Donc ça prouve quand même la volonté. Même devant, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui arrêtent. Surtout cette année. Il y a eu très peu, ça a quasiment pas bâché là. Pourtant, il y a eu un rythme avec les conditions et tout. Et voilà, et moi je rebondis sur ce que tu dis sur Mano, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Et moi le premier, j'ai suivi, je suis allé voir Mano, donc c'est une personne en situation de handicap qui était un handicap très très lourd. Et il faut savoir l'impact que ce défi a eu sur lui, c'est-à-dire qu'il a suivi une préparation physique hyper rigoureuse avec Nicolas Gendré notamment. Il a gagné vachement en autonomie. Donc derrière, c'est une famille parce qu'il peut un peu mieux s'habiller, il gagne en autonomie. Puis, je pense et en fait, ça a joué vraiment sur lui. Autour de lui, du coup, ça met une spirale dynamique avec un objectif. Alors après, je pense qu'il faut un accompagnement aussi pour l'après-diagonale, mais bon, comme tous les coureurs ici. Mais non, mais clairement, parce que là encore plus, parce que là, quand ça fait 2-3 ans que tu rêves d'être là, d'aller sur un objectif, derrière, quand ton objectif il est passé, même s'il est atteint, même s'il est réussi,
Là derrière, il faudra être encore plus là pour lui, tu vois, que maintenant. Mais par contre, imagine la spirale positive et le dynamisme qu'il y a eu pendant 2, 3, 4 ans. Je trouve que c'est génial. Et c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, allez-y progressivement. Les gens ils attaquent le trail et puis l'année d'après ils veulent faire l'UTMB ou la diagonale. Prenez le temps, prenez 5-6 ans. Prenons 5-6 ans et au moins il y a une spirale, il y a un dynamisme, on y va progressivement et c'est génial. Mais voilà, non, du coup je trouve Mano je pense que pour lui ça lui a énormément profité, enfin j'espère, physiquement en tout cas je pense qu'il a des super retours, mais par contre je pense qu'autour de lui aussi ça a construit quelque chose de super beau, et voilà, quand je voyais ses parents et le sourire et la fierté, ses parents c'est des gens cool. incroyablement humains, gentils, franchement allez les suivre sur Instagram, c'est Ensemble Déplaçons les Montagnes, vraiment ça me fait plaisir de pouvoir parler d'eux, et puis bravo de pouvoir leur donner un petit peu de la force, merci aussi à Iron d'encourager ce genre de choses, et c'est important parce que ça permet vraiment des personnes en situation de handicap de se challenger, ça a changé leur vie en fait, et c'est ce qu'on attend aussi avec le sport, de pouvoir gagner en autonomie, de pas être considéré, et il a vraiment suivi une préparation comme un athlète. Ne pensez pas quand vous voyez une personne sur une joëlette qu'il vient juste, il s'assoit, c'est pas ça, il y a énormément de travail pour permettre de ne serait-ce que rester gainé, de subir les à-coups, ça a été une préparation d'athlète, donc bravo à vous. Merci infiniment François d'être rendu disponible, merci beaucoup aux équipes de Iron d'avoir rendu cet échange possible, et puis de participer à la vie des courses, parce que heureusement qu'il y a des sponsors comme ça qui ne cherchent pas qu'à mettre de l'argent sur Facebook, Instagram en publicité, et qui sont sur le terrain pour encourager et supporter les athlètes, parce que c'est vraiment pas forcément tout le monde, et il faut leur rendre hommage parce qu'ils contribuent vraiment à faire rayonner ce sport. Je vous propose maintenant qu'on accueille non pas une mais deux athlètes qui ont fait aussi énormément sensation. La première, c'est l'américaine Katie Scheidt, première féminine de cette Diagonale des Fous 2023. Salut Cathy, comment est-ce que tu vas après cette nuit assez dingue, cette nuit assez dingue dans les sentiers réunionnais? La nuit, la journée et l'autre nuit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est 2 nuits, c'est plus compliqué que les autres courses que j'ai déjà fait. Même si tu fais une deuxième nuit quand tu fais UTMB pas super vite. C'est plus compliqué ici, mais maintenant je sens beaucoup plus bien et contente d'être finisher de cette course, et aussi content que Germain a fait une belle course aussi. Bon, j'ai pas mal de questions à te poser parce que j'ai remarqué 2-3 petits trucs, et je voudrais avoir un peu plus de ta vision un peu et comment tu as vécu la course de l'intérieur. Donc on va revenir vers toi dans quelques instants, et j'avais promis aux auditeurs et auditrices une surprise. Eh bien cette surprise, il a un nom, c'est Germain Granger qui nous fait l'honneur d'être avec nous après sa magnifique 3e place. Salut Germain, comment est-ce que tu vas? T'es déjà passé dans le podcast, mais c'était à distance, c'était pas terrible la qualité. Là on t'a en présentiel, donc je suis très, très content de t'avoir. Ça va bien aujourd'hui toi aussi? Et oui, en plus j'ai gagné une place le temps de notre conversation, parce que j'ai fait 2e, tu vois. C'est oui. Mais écoute, je ne t'en veux pas Guillaume, car tu travailles beaucoup. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit 3e? Ouais, non mais c'est pas grave. J'ai 3e à UTMB. Bah oui, 3e, je sais pas, je suis fatigué, tu sais là c'est la 6e. Je sais. Voilà, mais non, 2e en plus j'étais là quand t'es remonté à 2 bras, donc j'ai vu un peu cette remontada, exactement. Et en plus voilà, comme tu le dis, et j'étais là à ton arrivée, donc voilà, excuse-moi, mais ça va bien sinon à part ça? Ouais, écoute, à part ça, tout va bien. Ouais. Écoutez, alors, je vais faire honneur aux femmes. Cathy, tu as fait une course incroyable. On s'était vu juste avant la course. On avait fait une petite interview ensemble. Et c'est vrai que j'avais l'impression que tu savais pas trop à quelle sauce t'allais être mangé sur cette course-là. La Diagonale des Fous, c'est réputé pour être l'un des trails les plus durs au monde. Est-ce que tu t'attendais à souffrir? Oui, je pense que si tu fais une course, c'est jamais facile. Si c'est une course à 400 mètres ou une course à 400 km, c'est une course, c'est pas facile. Mais oui, au début, j'étais pas certain comment ça se passe ici. J'ai fait l'assistance de Germain 2 fois ici déjà, donc j'avais des petites... Tu l'avais vu souffrir? Ouais, j'avais des petites histoires de Germain, comment ça marche cette course, mais c'était pas... quand j'arrivais à 2 bras, c'était une petite surprise. Petite surprise. Oui. C'est une surprise pour tout le monde, 2 bras. Crois-moi, c'est là où vraiment, avec la petite côte qui va après, c'est quelque chose, ce 2 bras. Quel conseil tu as donné justement, Germain? Parce que ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as présenté cette diag à Cathy? Écoute,
c'est pas mal de, je pense, d'indications de terrain, parce que c'est vrai quand on regarde le profil de la Diag, bon, ça reste un profil, là, il est monté des descentes, mais ici il faut vraiment prendre en compte la topographie, la technicité, plein de petites surprises quand on dit une montée, tu vois, généralement il y a ici, ça ne monte jamais tout le temps, il y a des petites descentes au milieu de la montée, voilà, des points d'eau, enfin, tous les à côté, tous les trucs qu'on voit pas forcément quand on regarde le site web ou quand on approche une course de l'extérieur. Et c'est toutes ces petites infos qui au final sont assez importantes. Et toi, tu étais déjà venu l'année dernière, tu avais fait une course aussi, j'avais senti aussi un petit peu compliquée. Comment est-ce que tu l'as perçu par rapport à cette année? La différence, c'est que l'année dernière, les conditions météo étaient quand même plus clémentes. Là, il a fait particulièrement chaud, notamment dans Mafat. Qu'est-ce que tu as ressenti? La densité aussi, il y avait quand même un niveau qui était assez fou cette année. Toi, voilà, avec ton expérience, comment tu as trouvé ce cru-là? Ouais, tu as bien souligné en fait le fait qui était vraiment remarquable cette année, c'était la chaleur. Mais pas seulement que dans Mafat. C'est là où je pense qu'on a aussi un peu tous dégusté, c'est qu'on pensait qu'en sortant de Mafat ça allait être plus ou moins fini. Mais en fait à Possession il faisait encore très chaud et les ravitaux de Possession, ouais, ça ressemblait vraiment à un cimetière. Il y avait vraiment des gens très très pâles qui rentraient. Donc ouais, il a fallu gérer ce paramètre chaleur qui moi m'a surpris plutôt dans la section entre Rocheplate et Debras. Je l'attendais un peu plus avant. Et ouais, je me sentais vraiment très très lent par rapport à l'an passé dans cette section. Et j'avais l'impression, dans le chemin Cala, j'avais l'impression qu'il avait changé de parcours tellement c'était long. Et en fait, j'ai réalisé, non, c'était moi qui déconnais, c'était la même chose à la fin. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je prenne le temps de me reposer un peu ou de décélérer parce que là, Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais c'est marrant parce que Choumi a dit quasiment la même chose. Il s'est dit mais qu'est-ce que vous avez changé cette année? C'était une autre course tellement que ça lui avait paru extrême. Alors Cathy, toi t'es parti très très vite, t'as pris tout de suite les commandes de la course, t'as eu jusqu'à 1h30 d'avance sur ta poursuivante qui était quand même Camille Bruat, hein. C'est pas n'importe qui, même si elle revient de blessure, elle était quand même très affûtée sur le départ de la course. On a regardé tes temps de passage, à Marla t'avais à peine 20 minutes de différence avec Courtenay par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même voilà. Est-ce que tu avais un plan de course? Est-ce que tu as quand même suivi une certaine stratégie? Parce que j'ai quand même eu l'impression, moi, et c'est ce que je disais dans le live, que voilà, tu savais très bien ce que tu faisais et tu étais quand même dans la maîtrise. Moi, je t'ai senti voilà, même à Debras, on s'est croisés là-bas. J'avais l'impression que tu sortais de la douche et que tu étais encore... après ça c'est un peu compliqué, mais j'avais l'impression que tu étais hyper fraîche quoi, et tout à fait dans la maîtrise. C'était quoi un peu le plan pour toi aujourd'hui? J'avais pas un plan, mais c'est vrai j'ai parti un peu vite, mais je pense que cette année j'ai fait beaucoup de choses sur les terrains, sur les sentiers roulants pour Western States, et j'ai pas fait beaucoup de ski cet hiver, j'ai couru beaucoup. Et pour moi, au début, c'était plus facile que normalement pour moi, avec toute cette training derrière. Et j'ai pas fait beaucoup dans le terrain technique. Vous êtes venu en repérage quand même presque un mois en avance. 2 semaines et demie. Ah oui, donc pas un mois quand même. Un mois, oui. J'avais pas les bonnes infos. Oui, mais je pense que c'était plus que j'ai fait beaucoup roulante et ça passe bien pour moi au début, et j'ai dit ok, je me sens bien, je sais que c'est un peu vite, mais c'est où je suis forte cette année. Et ouais. Je fais ça. Pas que cette année, parce que tu enchaînes avec une victoire en 2022 sur l'UTMB. Oui, mais je parle de les sentiers roulants, les routes et les trucs plates comme ça. D'accord. Et justement, toi qui quand même, j'ai l'impression aussi... très efficace en rapidité, on l'a vu sur l'UTMB, tu parles de la Western, t'es quand même une coureuse qui sait faire parler ses qualités de vitesse, de gestion. Aujourd'hui, c'est sur quel type de format tu t'épanouis le plus? Où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Plutôt des ultras rapides, plutôt des ultras techniques comme la Diagonale des Fous? Maintenant que tu as une palette, tu as goûté un peu à tout, qu'est-ce que tu préfères? En fait, j'aime bien tout. J'aime bien le cross, j'aime bien le ski,
UTMB, le Diag, le Western State, j'aime tout. C'est juste chaque fois je prépare une course, ça change. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu prépares ça? Ça change. Oui. J'ai pas les mots en français. tu parles de cross, country. Tu fais encore du cross en track and field? Oui. Ouais, c'est incroyable ça. Tu veux pas le mettre au cross, Germain? Oui, parce que moi, il y a des championnats de France de cross. Oui, on fait. Je l'ai pas vu. Je t'ai pas vu à Carré l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que le planning correspond pas très très bien. Mais il y a quelques années, j'avais fait un peu des cross, c'est régionaux, interrégionaux et je sais pas quoi là. T'as une licence d'athlète d'ailleurs? Ouais. Généralement, il fait 30 sur le 10 km. Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, sur course sur route, on va pas se mentir, hein, la densité, elle a explosé. Et aujourd'hui, c'est quand même très rare d'avoir un coureur en dessous des. Voilà, ça sert pas forcément à grand chose d'être en 27-28 sur 10 km, mais j'ai l'impression, alors je sais que ça fait râler certains, mais je sais qu'il y a quand même peu de coureurs aujourd'hui qui sont pas capables de courir. Ils sont quasiment tous capables de courir en 31-30. Il y a un niveau qui est tel, il y a une polyvalence et on le voit sur l'UTMB. Il y a aussi les chaussures aussi, qui ont changé quand même beaucoup la donne. Sur le route, tu trouves toi? Sur la route? Oui. Sur 10 km? Ah oui. Oui, non mais regardez pas comme ça. Hein. non, mais voilà, on peut parler d'une minute sur certains chronos, donc c'est quand même Mais du coup, oui, sur les crosses, c'est vrai qu'on avait vu Blandine, mais écoute, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu et Blandine d'ailleurs qui a fait quand même une 3e place au championnat de France de cross. Le cross en France, c'est l'un des championnats au niveau français, c'est même le championnat de France le plus relevé. Il y a vraiment tous les meilleurs parce que c'est vrai que les grands marathoniens français ne font pas les championnats de France, ils font pas même les 10 000 mètres, ils vont plutôt sur la Diamond League ou voilà, ils vont sur les grandes courses. Par contre, sur les championnats de France, tous les cadors sont quand même là. Et quand on a vu Blandine, et d'ailleurs ça veut tout dire un peu sur l'ultra et le niveau de l'ultra, c'est vrai que c'est incroyable. Donc ça, c'est impressionnant. Et du coup, Cathy, alors forcément, il y a une image qui a marqué. Moi, comme je t'ai dit, voilà, à deux bras, je t'ai trouvé. Très dans le contrôle, très très sereine en fait. Oui, c'était poker face. Oui. Ouais. Ah ouais, c'était. Oui. Ah bah tu fais. Je devrais pas jouer avec toi au poker hein, parce que franchement, on t'a trouvé. Mais même je parlais avec la personne qui s'occupait de ton assistante et tout. On s'est dit waouh, impressionnante quoi. Elle a l'air hyper bien. Et par contre, à possession, là effectivement, il y a ces images où on t'a vu en larmes, en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La France veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chemin de Kala. Est-ce que t'es tombé? Est-ce que c'est une blessure? Non, c'est juste émotionnellement. Si tu fais le chemin de Kala, tu sais comment ça se passe. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit? T'en pouvais plus? C'était. Non, c'est juste. C'est très très technique. En plus avec le frontal, c'est plus technique. Tu es fatigué, tu cours pas, c'est jamais plat, c'est long. Et j'ai fait ça comme Germain a déjà dit, mais on a fait ça 2 semaines avant. Et quand j'étais là avec le frontal, j'ai dit c'est pas le même sentier, c'est pas possible, que c'est long comme ça. Ouais. Et quand j'arrivais quand j'arrivais à Possession, c'était juste, je pense que j'étais juste super fatiguée. J'ai vu tout le monde qui est là et t'as craqué quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu t'es dit je vais abandonner, je vais arrêter? Non. L'idée t'es jamais. Non. Parce que nous on voyait les images. Moi j'étais déjà arrivé parce que j'attendais ce monsieur là. Et on se demandait là à ce moment-là, est-ce qu'elle va arrêter? Est-ce qu'elle va repartir? Et là, pour toi, tu nous dis non, moi j'avais juste besoin que ça sorte, mais je savais que j'allais repartir. Oui, je suis quelqu'un qui pleure très facile. Et quand je suis fatiguée ou faim, c'est beaucoup plus facile. Et oui, c'était les deux. J'avais faim, j'étais fatiguée. Et alors, il y avait cet échange avec la personne, alors, je ne sais pas si c'était la personne qui s'occupait de ton assistance, mais qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? C'est vrai qu'on essayait de deviner, on voyait qu'il essayait de te réconforter. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement? You should say in English what he said. He said, first he said, tell me what you need. And I said, I thought in my head, like, okay, I'm actually okay. I don't need anything. I'm okay. Then afterwards he said, okay, you're fine. You're a professional athlete. So you just breathe and you keep moving because this is what you do.
Tu l'avais vu, tu avais vu les images toi ou pas? T'étais pas arrivé encore. Non, mais on me les a montrés à l'arrivée, ça m'a fait rire, ouais, c'était rigolo. Ouais. Et toi, tu savais, quand tu regardais ça, quand tu les as vus, tu savais qu'elle allait peut-être abandonner. Qu'est-ce que tu... Non. Ouais, je sais que ça lui arrive. Ouais, non, je pense que moi ça m'a fait rire. Notre assistant, ça l'a fait rire aussi, même s'il était sérieux sur le moment, mais on a beaucoup rigolé en fait. Et on savait, non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est super intéressant justement d'avoir ces feedbacks-là. Est-ce que ça t'a donné envie de revenir ici, Cathy, toi? Est-ce que tu penses que est-ce que c'est une course qui t'as envie de la refaire un jour, ou c'était dit c'est bon, je l'ai goûté une fois et c'est fini maintenant? Je pense que c'est pas le temps pour cette question. Mais... C'est trop tôt pour l'instant. Oui. Ouais. Et du coup, maintenant, pour la suite, tous les deux. Alors, c'est la question que j'ai posée à tout le monde. Je sais que c'est une question un peu bête de journaliste parce qu'on n'a pas envie de se projeter par la suite. Mais là, tu as quasiment fait toutes les plus belles courses. C'est quoi qu'est-ce que tu as envie d'aller essayer maintenant sur les prochaines étapes? Maintenant, j'ai envie d'être dans mon canapé et faire du ski. Oui. Donc là, pour l'instant, tu te projettes pas plus loin que ça? La neige, oui, je pense. Pour du neige, oui. Alors Germain, pour parler un petit peu de ton UTMB, c'est vrai que tu as fait une magnifique 3e place. On t'a vu même revenir un petit peu sur Zach. C'était difficile de s'intercaler entre ces deux hommes, mais on voit quand même que tu as pas mal progressé là sur les dernières années. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta préparation? Est-ce que cette petite progression, toi, tu l'attribues à quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est ta vision de l'entraînement? Est-ce que tu es aujourd'hui un peu plus exclusif? Est-ce que tu commences un peu mieux à te connaître? Tu commences à comprendre aussi un peu plus les codes de certaines courses? Comment tu expliques un petit peu ton pic de forme en ce moment? Ouais, c'est un peu tout ce que tu as dit. Donc, prioritairement, c'est forcément l'accumulation de tout l'entraînement que j'ai depuis longtemps. J'ai commencé les sports d'endurance depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc ça fait longtemps que je m'entraîne. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience sur ultra et petit à petit, j'ai essayé de réfléchir à comment optimiser, comment moi je réagissais, etc. En essayant à chaque fois de professionnaliser un peu plus mon approche. J'ai jamais franchi de gros caps dans toute ma carrière. En fait, c'est toujours des mini-étapes. Et c'est vrai que l'an dernier, ça s'est pas trop vu parce que j'ai eu j'ai eu 3 fois le Covid, donc j'ai eu du mal à quand même avoir ce petit pas que j'ai eu chaque année. Et cette année, je pense que j'en ai eu 2 d'un coup au lieu d'un. Donc c'est vrai que ça se voit plus en termes de résultats. Et puis j'ai été assez consistant sur les courses que j'ai fait. Donc forcément, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, merci infiniment à tous les deux. Je vous retiens pas plus longtemps parce que je sais que vous êtes entendus là pour le podium. Merci d'avoir pris... c'était pas forcément prévu ce petit échange, donc merci beaucoup, j'apprécie. Félicitations Germain, félicitations encore Cathy. Franchement, vous nous avez fait rêver. Vous avez gagné avec t'as gagné avec la manière et puis vous êtes tous bien battus. On a eu une édition exceptionnelle. Franchement, cette année, c'était de la folie. Moi, je me suis régalé et j'espère que nos auditeurs, auditrices qui ont suivi peut-être sur le live, ils ont pris autant de plaisir que nous parce que c'était franchement incroyable. Merci à tous les deux. Et Merci. Ciao.